le pôle TEIA. Vincent Anjou du CNES qui fera une présentation du projet, Aurélie Michel de l'ONERA sur l'émission spatiale et traitement de la donnée thermique. Vincent Anjou reparlera donc des principaux résultats et produits issus du projet ThermoCity. On aura un témoignage d'utilisateur de l'Eurométropole de Strasbourg par Sébastien Verle. Et enfin, Vincent nous présentera donc la documentation et distribution des données et l'après-projet ThermoCity. Donc je me présente, moi je suis Tom Brunel, je travaille à OpenIG, je suis géomaticien. OpenIG, c'est la plateforme régionale en information géographique en Occitanie. Et donc on est une association, on travaille avec nos adhérents sur diverses thématiques de la géomatique et on travaille notamment sur la valorisation des produits satellitaires, notamment en lien avec l'animation régionale TEIA. Donc je vais laisser la main maintenant à Isabelle qui va vous faire une introduction sur TEIA pour vous présenter un peu ce que c'est et un peu ce que c'est l'animation régionale TEIA. Donc, je vais laisser partager l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on relaiera. Alors, j'ai cru que ça marchait, mais ça ne marche pas. Où est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? On voit ton PowerPoint. Oui. Ah, et moi je ne le vois pas, d'accord. Bon, d'accord, je ne le vois pas. Donc, bonjour, moi je Il est m'appelle... juste pas en mode PowerPoint, pardon. Ah. Il est en mode... on voit le logiciel, quoi. Et là, c'est mieux? Non, on voit tes notes. Enfin, on voit te... Ok. Là, c'est le mode présentateur. Ouais, c'est le mode présentateur. Ouais, je ne sais pas faire comment vous voulez. Tu veux que je partage le PDF que tu m'as envoyé? Non, parce qu'il y a une animation qui est passée en PDF. Mais bon, enfin bon, en même temps, on pourrait, hein, si j'y arrive pas. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat hein, si vous souhaitez. Je suis désolée. En attendant. Fin du diaporama. Et si je ne le mets pas en diaporama, parce qu'il faudrait mettre quoi? En fait, je pense que j'ai pas pris la bonne option dans Teams pour le partage. Je vais mettre un autre partage. Et si je mets la diaporama, est-ce que c'est mieux? C'est toujours le mode présentateur. Et tu l'enlèves comment, le mode présentateur? Moi, je veux bien. Mais... Est-ce que tu as 2 écrans? Oui. Est-ce que tu veux que je partage l'autre écran alors? Ouais, partage l'autre écran. Bah, c'est ce que j'ai fait et ça a fait pareil. Ah. Bon. Paramètres d'affichage. Remonte dans paramètres d'affichage. Là. Je fais quoi? Voilà, fais basculer entre le mode présentateur et diaporama. Et là, c'est mieux pour vous? Non, c'est la même chose. C'est ça. Il m'a semblé que ça faisait rien. Eh ben, on va peut-être faire ça. Et ça, c'est mieux? Non, parce que là, tu as perdu complètement le diaporama. Là, on n'a plus rien. Ah, bon, mets-toi sur le mode logiciel, c'est pas grave, on voit quand même assez bien. Et là, vous voyez quoi? Là, on te voit toi, on voit les autres. On voit plus rien, il n'y a plus de partage. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Non, ne sois pas, t'inquiète, on va y arriver. Bon, voilà, je vous le fais comme ça. Et j'espère que ça ira. De toute façon, c'est très court, hein, on va pas se... Donc, moi, je m'appelle Isabelle Biagiotti et je m'occupe de la communication et de l'animation territoriale pour le pôle TEIA. Le pôle TEIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fédération d'organismes de recherche impliqués dans l'observation du système de la Terre pour les surfaces continentales. Donc, il y a la liste des principales tutelles de TEIA. Et les objectifs, c'est améliorer l'utilisation des données spatiales et des données in situ et aéroportées par toute la communauté du spatial et des acteurs publics. C'est faciliter l'accès aux données, aux produits à valeur ajoutée, aux services et aux capacités de traitement et développer un réseau d'utilisateurs capables d'utiliser ces données et de faire avancer la recherche et les applications. Le pôle TEIA, donc, il s'occupe des surfaces continentales et il est
membre d'une infrastructure de recherche nationale qui s'appelle DataTerra, au même titre d'autres pôles thématiques comme Aeris pour l'atmosphère, Formater pour les terres solides, Audatis pour l'océan, et d'un dispositif d'accès à l'imagerie spatiale haute résolution que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui s'appelle Dynamis. Voilà, je vous laisse, si vous avez des questions dans le chat après sur DataTerra ou les pôles, n'hésitez pas, mais comme c'est vraiment pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre. Une des spécificités historiques de Theia, c'est d'avoir développé un réseau d'animation régionale pour développer le lien entre science et utilisateurs. Aujourd'hui, il y a une espèce de maillage à l'échelle de la France, mais aussi des pays du Sud et de certains territoires en Rome comme la Nouvelle-Calédonie. On essaye depuis l'année dernière de développer les liens entre les autres pôles et ce dispositif. Voilà, donc c'est un peu ce que raconte cette carte. C'est en cours. Et les ART, c'est un endroit où on retrouve à la fois des collectivités, des CRIJ, des scientifiques et des entreprises avec des mélanges et des cocktails un peu différents selon les régions. Chacune a son histoire, mais c'est ça qui fait la richesse du dispositif. Le webinaire d'aujourd'hui, en fait, il rassemble trois choses qui se passent bien dans Theia. Un produit innovant avec des données satellitaires sur les surfaces urbaines et leur température et les îlots de chaleur. Un produit donc, qui est issu des CES de Theia, qui s'appelle Thermocity. Et le produit est distribué sur Theia. Un atelier d'animation nationale qui a eu lieu au début d'année sur l'urbain, où déjà le produit Thermocity a été présenté, mais surtout à une communauté d'experts. Et puis ce dispositif d'animation en région Occitanie, mais là pour le coup un peu élargi à l'ensemble de la France, qui est co-animé par OpenIG et le CEREMA en Occitanie et qui permet aujourd'hui d'organiser ce webinaire. Et puis pour finir, voilà, je vous donne quelques liens pour ceux qui ne connaissent pas sur comment suivre les travaux dans Theia. Donc, il y a un site web vitrine qui est theialand.fr. Il y a un catalogue pour télécharger des produits. Il y a un visualisateur pour voir les produits les plus réguliers. Il y a des newsletters pour savoir ce qui se passe, des réseaux sociaux, une chaîne YouTube avec des tutos. Et puis plus orienté pour les chercheurs, un projet sur ResearchGate. On peut aussi prendre une entrée thématique et aller voir tout ce qui se passe sur l'urbain sur Theia en suivant cette adresse-là, theia-land.fr/urbain. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Et puis moi, je vais laisser la parole à mes camarades qui ont des choses plus intéressantes à vous raconter. Voilà. Merci Isabelle, si ça te va, je prends la main du coup. Oui, alors attends. Je vais essayer de partager mon écran. Plus efficacement que moi. Et de ne pas être en mode présentateur. On va voir si ça marche. Non. Est-ce que juste quelqu'un peut me dire si vous avez bien ma présentation? Parce que là, du coup, je n'ai pas de retour de Teams. Super. Parfait. Ouais, bon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Vincent Lonjou. Je travaille au CNES à Toulouse, au laboratoire d'observation de la Terre, qui est une équipe qui a été créée il y a 5 ans environ maintenant pour favoriser, valoriser, on va dire, la donnée d'observation de la Terre. Le CNES étant l'Agence spatiale française, donc en charge en particulier de travailler sur l'observation de la Terre. Alors, je vais vous parler du projet Thermocity, qui est un projet, si je devais donner un sous-titre, ça serait voilà, la thermique de la ville vue depuis l'espace, où on a travaillé sur différents sujets, donc la température de surface, mais pas que. Vous verrez qu'on a essayé de traiter la problématique de la thermique de la ville en mettant les données d'observation de la Terre le plus largement possible au service de ce sujet-là. Le plan, je ne reviens pas dessus, il a été présenté par Tom tout à l'heure. Et je commence de suite par quelques éléments de contexte. Je pense que vous avez tous en tête. D'une part, il y a, on va dire, une tendance de fond qui est le changement climatique avec des vagues de chaleur de plus en plus importantes.
une nécessité, on le sait maintenant, d'adapter nos villes à ces vagues de chaleur, avec quelque part des injonctions, je trouve, un peu contradictoires, mais auxquelles il faut faire face. D'un côté, la densification urbaine, parce que c'est une nécessité si on veut réduire nos transports quelque part. Et justement, le fait d'avoir des villes qui sont bien vivables, agréables d'un point de vue humain, et qui, ma foi, se comportent correctement d'un point de vue thermique. Alors, on voit qu'aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des grandes villes de France ont des plans de revégétalisation, hein. Je pense que le problème aujourd'hui, il est clairement connu, et la route est assez claire. Ce qu'il faut, c'est l'implémenter, la suivre quelque part sur les années, peut-être même les décennies qui viennent. On essaie quand même sur l'adaptation de la ville, c'est un peu le temps long tout de même. Donc ça, c'est la thématique globale. Et nous, on a 2 cadres un peu plus particuliers au CNES qui nous ont fait attaquer ce problème-là. Donc d'une part, c'est l'Observatoire spatial du climat, ou Space for Climate Observatory. Alors ça, c'est un programme du CNES qui a été lancé en 2019, je pense, qui répond quelque part, qui fait écho aux accords de Paris, hein, où on voit la nécessité de s'adapter, ce que je viens de discuter à l'instant. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser les données d'observation de la Terre pour adresser des problématiques assez particulières à l'échelle plutôt locale, ce qui n'est pas forcément intuitif quand on parle de spatial. Enfin, nous, on fait souvent des missions en fait, qui ont une capacité d'observation globale sur des sujets qui le nécessitent. Si on parle de gaz à effet de serre, si on parle de montée des eaux, et ainsi de suite, on a de toute évidence besoin de cette capacité d'observation globale. Mais là, l'Observatoire spatial du climat, c'est vraiment utilisé dans une approche, je dirais, use case, cas d'usage, des problématiques locales, en essayant de répondre à des problématiques des décideurs et de faire ce que je dirais de l'aide à la décision, quelque part. Voilà, donc le projet ThermoCity s'inscrit là-dedans. Ce cadre-là, il peut intéresser, j'ai vu qu'il y avait des gens d'institutions publiques ou privées. Je pense que c'est un bon cadre si vous avez dans vos modèles économiques, si on est dans le privé, ou si vous avez, en tant qu'institution publique, vous sentez que certains sujets sont reliés au privé, à l'observation de la Terre. Et c'est un cadre qui est assez intéressant parce qu'il permet de monter un projet assez vite. On demande des définitions de projet qui sont assez courtes dans un premier temps, qui permettent d'accrocher des budgets qui assez rapidement atteignent une centaine de milliers d'euros. Donc ça permet d'adresser des thématiques ancrées dans les territoires, et pour les privés de développer un marché, et pour le public d'avoir une réponse assez rapide dans un mode assez court. Les projets durent entre 1 et 2 ans. Donc c'est un cadre qu'on va maintenir pour les années qui viennent. Donc je pense que c'est intéressant alors déjà d'une part de regarder ce qui a été fait pour s'en inspirer. Donc si on regarde un peu le portefeuille aujourd'hui des projets, c'est 70 projets ou lancés ou en cours sur des territoires. Alors essentiellement en France, c'est l'initiative à l'international. Nous, on a une déclinaison en France qui est pilotée par le CNES, et les projets qui sont là, ils sont essentiellement français, mais pas que. Vous voyez alors ça peut être des institutions françaises qui adressent des problématiques à l'étranger. Et ça peut être aussi des institutions étrangères qui sont en train d'implémenter quelque part un SCO local pour leurs problématiques à eux. Ici, je reviens juste un petit peu. On a un autre événement, on va dire, qui nous pousse à nous intéresser à la thermique. C'est l'arrivée d'une grosse mission qui s'appelle Trishna, qui est donc une mission d'observation dans le domaine thermique, qui est une mission qu'on fait en co-réalisation avec l'Inde, avec l'ISRO, l'Agence spatiale indienne, qui arrive pour 2025. Donc 2025 dans le spatial, c'est demain. Peut-être quand on est décideur, quand on est acteur, ou quand on est une petite entreprise, je sais bien que 2025, ça peut faire un peu loin. Quand on est dans une agence spatiale française, dans une agence spatiale, en particulier au CNES, on est plutôt sur le temps long, hein. On met très vite une dizaine d'années, nous, à faire une mission. Donc pour nous, c'est quasiment demain. Et donc on se préoccupe dès maintenant de savoir comment on va utiliser ces données de manière à ce que quand les données arrivent et qu'elles soient publiques, on en fasse immédiatement le meilleur usage et qu'on ait le meilleur retour quelque part sur investissement qu'on a fait. Trishna, en 2 mots, je pense qu'Aurélie en parlera peut-être un petit peu après, mais l'idée, c'est que ça va quand même un petit peu révolutionner l'observation dans le domaine thermique. On va multiplier, je dirais, par peut-être entre 5 et 10 la fréquence de revisite, tout en améliorant la résolution spatiale. Donc on va avoir une rupture technique d'accès à la donnée thermique d'ici 2 ans. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est
on a défini un projet avec quelques villes partenaires qu'on avait déjà au CNES, parce que dans mon équipe, au laboratoire d'observation de la Terre, on a des conventions de collaboration avec certaines villes. Certaines autres, on les a adressées parce que, par exemple, on ne se voyait pas étudier la problématique de la température en ville sans travailler sur Paris, même si on n'était pas en contact direct avec eux à ce moment-là. Il se trouve que maintenant, c'est le cas. On a réussi à se rapprocher de Paris. Donc, on a choisi ces 5 villes. On a travaillé sur une région d'intérêt d'une centaine de kilomètres. Vous verrez quand Aurélie vous présentera les données qu'en fonction de l'instrument qu'on utilise, parfois la centaine de kilomètres n'est pas complètement recouverte, tout simplement parce que le champ de vue de l'instrument ne le permet pas. Et on a décidé de travailler donc sur la mesure directe de température de surface en ville. Vous verrez que les imageurs thermiques, ce qu'ils mesurent, c'est une température de surface. On a décidé également de s'adjoindre les compétences de Météo France qui fait de la simulation de climat urbain, qui va plutôt travailler en température de l'air. Donc ça a été un sujet que j'ai découvert moi personnellement, la confrontation, la cohabitation entre ces deux mesures qui sont toutes les deux intéressantes, mais qui n'apportent pas exactement la même information, la température de l'air d'un côté, la température de surface de l'autre. On s'est rapproché des utilisateurs, je vais en parler dans 2 minutes, et l'idée étant de les consulter, de faire des war packages à l'intérieur de notre projet qui répondent vraiment à des besoins. Et un des derniers enjeux qu'on s'est fixé, c'est d'essayer de faire en sorte que ce qu'on génère dans le cadre du projet soit le plus librement accessible possible derrière, quoi. Alors, on a fait ce projet-là en collaboration avec l'ONERA, c'est Aurélie qui va parler juste après, Météo France. Et le CSTB était là et en particulier nous a pas mal aidé dans la phase de consultation. Le CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est un peu le CNES du bâtiment. Et donc, eux, ils ont vraiment une vraie compétence sur tout ce qui relève du bâti au sens large. Je dirais ce qui est une compétence qui est très loin, très éloignée de ce qu'on sait faire au CNES. Voilà. Alors, les 3 axes de travail, on a eu 2 ou 3 réunions de brainstorming, on va dire, avec les métropoles, où on a dégagé 3 grands axes sur lesquels il fallait qu'on travaille. Alors, le premier, qui est pas immédiatement ou directement lié à la thermique de la ville, c'est tout ce qui est évolution de l'imperméabilité, de l'artificialisation, la caractérisation de la végétation en ville. L'idée, c'était de disposer d'une information quelque part suffisante pour piloter sur le long cours l'évolution des villes. On en a parlé au début, il y a un enjeu d'adaptation, il faut arriver à le piloter, avec un focus particulier sur la végétation, parce que la végétation, on l'a dit, c'est une je dirais, des 2 grandes voies d'adaptation au niveau de la ville, l'autre étant probablement l'albédo, c'est-à-dire si je caricature, le fait de prendre les toits blancs. Donc la végétation, c'est vraiment une des grosses solutions, et donc on a mis en place des outils qui permettent de suivre ça de manière détaillée. Deuxième gros point, c'est les anomalies thermiques. Alors là, vous verrez que c'est un peu décevant, entre guillemets, les sorties qu'on a réussi à avoir, hein. Il y a Sébastien qui va parler tout à l'heure, qui nous a posé des questions très précises. Il voulait savoir les consommations, si possible, des bâtiments un par un qui appartiennent à la ville de Strasbourg. Et là, on s'en doutait un petit peu, mais la résolution spatiale des données thermiques aujourd'hui est assez limitée. Donc on arrive à faire des choses, mais on n'est pas arrivé, on va dire, à répondre de manière hyper précise, à arriver à l'échelle du bâti individuel, on va dire, pour retrouver ces anomalies thermiques. Et le troisième point, qui fait un peu écho au premier, donc c'est le fait de travailler sur les îlots de chaleur urbains, que ce soit en température de l'air ou de surface, donc par mesure directe de température depuis l'espace ou par simulation de la température. L'idée étant de comprendre donc quelque part la géolocalisation, la dynamique de ces îlots de chaleur urbains. Voilà, donc là je vais passer la main à Aurélie, et l'idée c'est qu'on vous explique déjà les jeux de données qu'on a générés pour Thermocity, et les avantages et les inconvénients, je dirais, des données thermiques. Moi, je suis pas là pour vous survendre quelque part le potentiel d'usage de la donnée thermique. Je vais vous faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Donc voilà, je laisse la main à Aurélie pour vous expliquer tout ça. Est-ce que j'ai bien arrêté de partager? Oui, merci Vincent. Est-ce que... Peut-être vous avez déjà des questions. Ouais, je ne sais pas quand c'est qu'on prend les questions. Peut-être au bout de chaque présentation de quelques minutes, on s'autorise à répondre, même si là, je pense que ce que j'ai dit n'appelle pas trop de questions. Ça va arriver normalement dans les présentations qui suivent. Oui, il n'y a pas eu de questions pour Bon, l'instant. super. Donc, je te laisse enchaîner, Aurélie. Merci Vincent. Est-ce qu'on voit ma présentation ou pas? Non, on voit ton Teams là. Ok, donc je me suis trompée dans le partage. Tu vois, Isabelle, tu n'es pas la seule. Merci Aurélie. Et là? Toujours pas? Ça arrive. Ouais, Si. C'est on voit bon? ton PDF. Ah, c'est bon.
Tu peux te mettre en plein écran peut-être, et c'est bon. Et là, c'est bon? Nickel. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais prendre le relais de Vincent là, pour essayer de vous expliquer, de vous sensibiliser en fait, à l'utilisation de la donnée thermique et en ce qui concerne quels produits issus des missions spatiales on va prendre et comment on va traiter cette donnée thermique pour la ville. Donc, voilà, je vais vous présenter ce qu'on a pu réaliser en collaboration étroite avec le CNES, Météo France et le CSTB au sein de Thermocity, avec mes collègues de l'ONERA qui sont Laure Roupiose et Xavier Brioté. Alors, j'ai présumé que tout le monde n'était pas issu du milieu de la télédétection au sein de ce séminaire. Donc, j'ai voulu vous présenter des principes. On ne va pas rentrer dans les équations ni dans trop les détails. Mais ce qu'on veut, c'est mesurer le rayonnement thermique qui, en fait, après la convection et la conduction, est un des transferts de la chaleur. Ce rayonnement, en fait, on peut le modéliser par des lois physiques. Donc on appelle ça la loi de Planck ou la loi de Wien. La loi de Planck, elle va stipuler que vous avez un corps noir, qui est un corps idéal, qui va absorber toute l'énergie reçue et va la réémettre sous forme de rayonnement infrarouge. Et donc cette loi, vous pouvez décrire donc, le rayonnement en fonction de la longueur d'onde et de la température. Et la loi de Wien, elle va vous déterminer la longueur d'onde à laquelle ce rayonnement il est maximal. Donc si on approxime le Soleil, par exemple, je vous ai donné quelques exemples, comme un corps noir, 5800 degrés Kelvin, vous avez un rayonnement maximal environ à 0,5 micromètres. La Terre, sa température moyenne en degrés Kelvin de 300, vous avez un rayonnement maximal à 10 micromètres. Et les feux de forêt, par exemple, qui sont beaucoup plus chauds, environ 800 degrés Kelvin, vous avez un rayonnement maximal à 3,6 micromètres. C'est pour ça que sur la droite, je vous ai mis donc en gros ce spectre électromagnétique où on va appeler en télédétection infrarouge thermique, ce qui va de 3 à 14 micromètres. On va exploiter ce rayonnement maximal pour pouvoir mesurer en fait dans des fenêtres. Nous, on va s'intéresser plutôt au domaine 8-14, puisque vous l'avez vu, on est plutôt autour de 10 micromètres pour pouvoir mesurer un rayonnement maximal. Je vous ai mis aussi l'atmosphère, en fait, au-dessus de ce spectre électromagnétique, puisque cette atmosphère, en fait, elle va absorber avec les particules qui sont présentes le rayonnement. Et donc, dans certaines fenêtres, on ne peut pas mesurer, notamment entre 5 et 8 micromètres, comme vous le voyez. Et effectivement, votre capteur satellitaire, en fait, il est au-dessus de l'atmosphère. Donc, ce rayonnement qu'on appelle luminance TOA pour Top of Atmosphere, il va falloir corriger en fait, des effets de l'atmosphère où il y a aussi une émission due à l'agitation thermique des particules, des phénomènes de réflexion et tout, pour retrouver le rayonnement qui est directement émis par la surface. Je vous ai parlé de corps noirs, qui sont donc c'est une construction théorique de corps idéal. En réalité, aucun corps matériau n'est un corps noir. Et donc, il faut introduire le concept de l'émissivité, qui est la capacité d'un matériau à pouvoir absorber et réémettre pour retrouver la température de votre surface. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir d'une mesure de rayonnement que la télédétection permet, vous allez devoir découpler les effets dus à la température de surface et les effets dus à l'émissivité, qui dépend bien sûr de la rugosité, de la couleur, du taux d'humidité que vous pouvez avoir, etc. Selon les caractéristiques de votre capteur, vous allez pouvoir mettre en place plusieurs types de méthodes pour découpler les effets et retrouver la température de surface. Donc, la télédétection en infrarouge thermique pour les villes, donc cette température de surface, elle intervient notamment dans les interactions entre la surface et l'atmosphère. Il y a plein d'études pour les bilans d'énergie, le bilan radiatif d'une ville. Donc, vous pouvez notamment étudier l'effet d'îlot de chaleur urbain de surface. Je dis bien de surface. À droite, je vous ai mis une comparaison de température de surface jour et nuit et de température de l'air autour d'une ville pour illustrer le phénomène d'îlot de chaleur dans les deux types, à la fois atmosphère et à la fois surface. Cette température de surface, elle va pouvoir vous aider à caractériser votre environnement intra-urbain. On voit effectivement sur le graphique que selon le type de matériaux que vous avez,
vous allez avoir une variation de température de surface plutôt plus rapide, plus variable que la température de l'air, puisque ça dépend directement de ce que vous observez. Je me concentre plus sur la température de surface, mais l'émissivité, bien sûr, vu qu'elle est dépendante de comment est votre matériau observé, elle va aussi aider à caractériser votre environnement. La température de surface peut aussi aider à regarder l'efficacité de nouveaux réaménagements de votre territoire, comme notamment une végétalisation ou encore un changement de peinture, d'albédo, comme en a parlé Vincent, comme ça a été fait par exemple aux États-Unis en changeant la couleur de trottoir. L'avantage réel de la télédétection, c'est qu'elle offre un suivi temporel et une couverture quasi globale pour l'étude des milieux urbanisés. Et notamment, des fois, on n'a pas accès à des mesures de température de l'air, bien que ce ne soit pas le même paramètre. Mais donc, la température de surface offre un complément non négligeable à ce paramètre-là. Donc, les missions spatiales qui existent à l'heure actuelle et qui acquièrent dans l'infrarouge thermique, elles fournissent des produits de température de surface de manière opérationnelle. Néanmoins, en fait, les milieux urbanisés sont soumis à une très forte hétérogénéité spatiale, temporelle, et donc il y a des particularités qui ne sont pas prises en compte forcément dans les chaînes de traitement. Et aussi, nous savons en moyenne que les objets qui composent une ville ont une largeur moyenne d'environ 10 mètres, et donc c'est important aussi de pouvoir fournir une donnée de température de surface à haute résolution spatiale. Donc, tout l'enjeu, en fait, dans le projet ThermoCity était de pouvoir fournir des produits, des cartes de température de surface à qualité améliorée pour les villes et à haute résolution spatiale. Et pour cela, nous nous sommes basés donc, sur des méthodes de l'état de l'art et des travaux à l'ONERA qui ont notamment été utilisés aussi pour la mission Trishna. Donc, je vais vous parler des missions spatiales thermiques. Alors, ce n'est pas exhaustif. Je vous ai mis les principales et sur lesquelles il existe des études sur les villes. Je les ai un peu classées par ordre, on va dire, décroissant de résolution spatiale au nadir. Donc, je vais utiliser de métonymie. Des fois, je vais utiliser le nom du satellite, donc la plateforme qui contient l'instrument, et des fois, je vais utiliser le nom de l'instrument. Donc, vous avez MODIS qui est très connu. Je vous ai mis à droite une température de surface moyenne de nuit acquise par MODIS. Vous avez Sentinel-3 qui est une mission européenne, VIRS, Landsat aussi, qui est aussi de la NASA. Et vous avez Aster et EcoStress, qui sont les capteurs actuels qui acquièrent. Et vous avez notamment à droite une température de surface moyenne acquise par Landsat où vous pouvez voir donc la différence en fonction de la résolution spatiale du niveau de détail que l'on peut avoir. Je vous ai mis les résolutions temporelles, ce qu'on appelle plutôt la période de revisite, l'heure de passage local et aussi le nombre de bandes spectrales dans le domaine 8-14 que je vous ai présenté précédemment, puisque cela va influer le type de méthode que l'on va utiliser pour récupérer la température de surface. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que les caractéristiques des capteurs, elles sont assez différentes, que ce soit en heure de passage local, en résolution spatiale ou en résolution temporelle. Il faut retenir aussi qu'on ne peut pas avoir une résolution spatiale et une résolution temporelle fine dans les deux. Donc souvent, il y a un compromis, notamment vous le voyez avec MODIS qui acquiert toutes les 12 heures, mais qui a une résolution spatiale de 1 km, ou encore Aster qui acquiert à 90 mètres, mais qui a une revisite d'environ 16 jours. Mais nous avons Trishna qui va arriver, comme l'a dit Vincent, qui va être une rupture technique, puisque on va avoir pour l'instant la meilleure résolution spatiale d'acquisition de température de surface, avec un cycle 3 fois tous les 8 jours. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la couverture nuageuse. Les nuages sont opaques dans le domaine spectral considéré, donc ça va réduire le nombre d'images disponibles, ce qui peut être assez frustrant. Et enfin, je vous ai mis en gras Aster et EcoStress. Pourquoi? Parce que c'est les missions retenues au sein du projet ThermoCity. Donc, pourquoi on a utilisé Aster et EcoStress? C'est parce que leur résolution spatiale est plus fine pour l'étude des milieux urbanisés. Aster est depuis 1999 en exploitation, donc il y a une longue période. On a un nombre de bandes spectrales qui permet l'estimation conjointe de la température de surface et de l'émissivité, à savoir 5 pour les 2 capteurs, même si pour EcoStress, il n'y en a plus que 3 qui sont en activité. Et en fait, c'est des caractéristiques aussi proches de la future mission Trishna, parce que l'enjeu de ThermoCity, c'était aussi de préparer la mission Trishna.
Donc là, c'est les pré-traitements que je vous explique. Donc, il a fallu sélectionner les images. Donc, pour ça, on voulait à la fois des images de jour, de nuit, de l'été, d'hiver. On ne voulait pas de nuages pour avoir une température de surface fiable. Et on voulait aussi, dans la mesure du possible, des dates d'acquisition proches entre chaque métropole considérée. Cela a donné environ 50 images, environ une dizaine par métropole, et sur la période 2003-2020 pour l'instrument Aster et 2018-2020 pour la plateforme EcoStress. Il a fallu, comme a dit Vincent, découper les images des produits sur les régions d'intérêt de 100 km par 100 km. Donc, c'est ce que le CNES a réalisé. Je vous ai mis une illustration de ces régions d'intérêt vues par Sentinel-2 avec en superposition les limites des métropoles. Il a fallu convertir ces images parce que chaque capteur, chaque mission en fait, a son propre format de stockage de produits. Donc, on a choisi en concertation avec les métropoles le format GeoTIFF pour que ce soit plus facile à utiliser dans des systèmes d'information géographique. Et enfin aussi, il a fallu fournir un important effort que le CNES a réalisé sur le recollage géométrique. Donc, ça a été fait sur Sentinel-2 et c'est indispensable pour croiser avec d'autres types de données géoréférencées pour être sûr que vous couplez bien les bonnes informations aux bons endroits et générer aussi des séries temporelles. Je vous ai mis une illustration à droite de ce recalage nécessaire, notamment sur EcoStress, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que EcoStress n'a pas de période de revisite, il est sur orbite dérivante dû à son placement sur la Station spatiale internationale. Et donc, il est soumis à plus de dérives que d'autres types de missions en orbite héliosynchrone. Et donc, on voit à gauche que notamment la Garonne était assez décalée par rapport à sa réelle position. Et donc, le CNES a fourni un important effort de recalage là-dessus. Une fois que vous avez fait ces pré-traitements qui sont déjà assez conséquents, nous allons pouvoir essayer d'obtenir la température de surface. Donc, c'est tout l'enjeu du traitement de la donnée thermique dans Thermocity. Donc, pour EcoStress, nous avons choisi de faire une nouvelle correction atmosphérique. Je vous ai dit qu'il fallait corriger des effets de l'atmosphère. Et EcoStress, donc Vincent en a un peu parlé, le champ de vue du capteur, chaque capteur a un champ de vue différent. Aster a plutôt 60 km, EcoStress lui est plutôt sur de l'ordre de 400 km. Et donc, on ne va pas forcément utiliser le même type de profil atmosphérique, en tout cas des profils atmosphériques générés sur des mailles très larges. Or, les milieux urbanisés sont plutôt très localisés. Donc là, Météo France nous a fourni des profils atmosphériques calculés sur le centre de chaque ville considérée et on a réalisé une correction sur EcoStress pour obtenir la luminance au sol. Ensuite, une fois que vous avez donc ce rayonnement émis par la surface, il faut découpler les effets de l'émissivité et de la température. Donc, grâce à la richesse spectrale des capteurs que sont Aster et la plateforme EcoStress, on a pu utiliser l'algorithme Temperature and Emissivity Separation, qui initialement a été utilisé justement pour Aster, et qu'à l'ONERA, nous avons modifié pour prendre en compte en fait, la diversité des matériaux en milieu urbanisé, et donc prendre en compte notamment les matériaux artificiels, puisque visuellement, cet algorithme a été fait pour les matériaux plus naturels. Et pour cela, on a utilisé en entrée de cet algorithme, pour différencier les deux types de matériaux, le produit Copernicus Imperviousness Density, que le CNES nous a rééchantillonné de 10 mètres à 70 mètres et 90 mètres, qui sont les résolutions spatiales de EcoStress et Aster respectivement. Et ensuite, je vous ai parlé du fait de pouvoir avoir une température de surface à haute résolution spatiale. Donc, on a mis en place un processus qu'on appelle désagrégation, donc qui est l'amélioration de la résolution spatiale de la température de surface. Et on a amélioré la résolution spatiale d'un facteur 3. On est passé de 90 mètres pour Aster à 30 mètres, en se basant donc sur une relation entre la température de surface et le NDVI, qui est disponible pour Aster, puisque Aster acquiert aussi dans le domaine réflectif. Et enfin, il était important aussi d'avoir une couche qualité suite au traitement appliqué à la température de surface. Et donc, on a utilisé 5 indicateurs qui mettent en avant les sources d'erreurs possibles dans le traitement de la température de surface. Donc, la qualité de notre algorithme, est-ce qu'il a bien convergé pour trouver une valeur? Est-ce que nos valeurs de température de surface ainsi que nos valeurs d'émissivité sont physiques et pas incohérentes? Est-ce que la qualité de la luminance en entrée du test aussi est bonne? Et ça, c'est plutôt issu des produits de luminance récupérés. Et enfin, on voulait aussi mettre en avant l'impact de la structure 3D
à travers donc, le SkyView Factor qui a été calculé par le CNES grâce à la BD Topo de l'IGN, puisqu'on sait que des valeurs basses mettent en avant une estimation moins fiable de la température de surface. En guise d'illustration, je vous ai mis les vues Sentinelle-2 de Toulouse, Montpellier et Strasbourg et le processus de désagrégation qui a été mis en place pour avoir une information de température de surface plus fine et pouvoir aussi voir donc, des structures plus finement qu'aux échelles natives. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce jeu de données-là, à la fois en jour, en été, en hiver et en nuit. Donc on voit bien effectivement selon les champs de vue de capteurs que des fois les métropoles ne sont pas toutes couvertes. Et ce jeu de données, bien sûr, est disponible, mais Vincent vous en dira plus. Donc enfin, en guise de conclusion sur ce traitement, on a voulu mettre à disposition un ARD, un Analysis Ready Dataset, où il y a eu pas mal de pré-traitements et de traitements conséquents adaptés au milieu urbanisé pour pouvoir fournir cela. Et on a utilisé un large panel de données pour obtenir une température de surface plus adaptée à l'usage en ville. En termes de performance, on sait qu'on a comparé avec les produits que la NASA fournit et on a une bonne cohérence et bien sûr une température de surface un peu plus élevée sur les sols nus et surfaces de bâti, ce que l'on attendait selon les études que l'on avait déjà réalisées en milieu urbanisé, notamment sur des données simulées Trishna. On a aussi vu des problèmes radiométriques sur les données éco-stress. Enfin, si la cartographie de la LST elle est soumise à d'autres sources d'imprécision, notamment en ville, l'impact de la structure 3D, il faut voir qu'on voit les toits, mais on ne mesure pas forcément, on mesure pas la température de surface des murs, donc il y a des imprécisions, notamment dans les canyons urbains. Il faut prendre en compte des effets directionnels liés à l'angle de vue du capteur, aussi il y a tout un enjeu de passer de la température de surface à la température de l'air et au confort thermique, donc qui ne sont pas les trois mêmes paramètres. Et aussi dans le processus de désagrégation, comme vous pourrez le voir par la suite, on pourrait prendre d'autres indicateurs plus fins pour améliorer en fait la résolution spatiale. Tout cela, ce sont des travaux qui sont en cours, notamment par plusieurs instituts impliqués dans le groupe mission Trishna. Je vous ai mis en guise d'illustration une comparaison sur Toulouse de l'îlot de chaleur urbain de surface et de l'îlot de chaleur urbain de l'air, puisque Toulouse a la chance d'avoir un réseau dense de mesures de température de l'air. Donc ça, c'est un des aspects que Vincent va vous montrer. Parce que justement, pour aider aux enjeux liés à la chaleur, il est important de ne pas en rester à la cartographie de la température de surface, mais de l'utiliser en synergie avec d'autres types de données. Donc voilà, donc je repasse la main à Vincent pour vous montrer les résultats issus de ces températures de surface-là dans le projet Thermocity. Voilà. Merci Aurélie. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade déjà ou pas. Sinon, on enchaîne. Pas de questions. Une question sur les présentations. On mettra à disposition les présentations. Il y aura un replay aussi du webinaire à disposition sur le site d'OpenIG. Alors, je continue. Donc maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats. Donc ça va consister à balayer quelque part pour les 3 work packages qu'on s'est fixés, donc imperméabilité, végétation en ville, anomalie thermique et îlot de chaleur urbain, à voir toutes les analyses qu'on a déroulées, les résultats qu'on a obtenus, les limitations qu'on a observées. Voilà. Alors je commence avec la partie évolution de l'imperméabilité, l'artificialisation, la caractérisation de la végétation en ville. Alors on a fait ça à 2 échelles différentes. Au début, on a dit on va faire des gros tableaux de bord. Donc on s'est basé sur un produit sur étagère qui est tout à fait perfectible, mais on saurait faire le même type de tableau de bord en partant d'images beaucoup plus précises. Mais c'était pour fixer la tendance. Donc ça c'est tout. On a travaillé sur ce sujet-là avec Toulouse. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de disposer entre 2 années au choix quelque part, et je pense qu'on va se placer aujourd'hui sur ce sujet-là aussi parce qu'il y a le zéro artificialisation nette qui arrive. Donc ça va répondre à 2 enjeux, un enjeu légal lié à la loi climat et résilience d'une part, et d'autre part aux enjeux d'adaptation. Donc on est capable de faire ce type de tableau de bord que vous avez sur la gauche, où on a, donc là on s'est choisi l'échelle IRIS, donc qui est l'échelle sur laquelle bosse l'INSEE pour tout ce qui est données socio-économiques, mais quelque part la méthodologie permet de l'appliquer à n'importe quelle échelle, et on saurait le faire à une échelle autre si une ville ou quelqu'un nous demandait ça. L'idée étant donc d'avoir entre 2 années quelle est l'évolution de l'occupation du sol dans une zone déterminée.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire assez facilement. Et très vite, on s'est aperçu qu'on voulait aller beaucoup plus loin que ça. Et notamment étudier la végétation de près. Donc là, on s'est lancé dans de l'usage de données de très haute résolution spatiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très haute résolution spatiale pour de la télédétection? Ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est une trentaine de centimètres de résolution en Europe et même aux États-Unis. Donc, dans le monde, quelque part, la meilleure image de télédétection spatiale, je précise, elle va avoir une résolution de l'ordre de 30 cm. On fait mieux en aérienne, naturellement, parce qu'on est tout simplement plus près de la cible. Et ça, je le précise parce que je sais que pour les amateurs de Google Earth, on a souvent l'impression que les satellites, si on ne fait pas attention, peuvent avoir une résolution de quelques centimètres, ce qui est faux. Aujourd'hui, les couches sur les milieux, en particulier sur le milieu urbain, les couches dans Google Earth les plus résolues sont issues d'images aériennes. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça avec l'image aérienne? Tout simplement parce que la mise en œuvre, en France, on a la chance d'avoir l'IGN, l'Institut de géographie nationale, qui nous fait une couverture nationale tous les 3 ans, je pense, tout simplement parce que c'est des moyens qui sont beaucoup plus lourds à mettre en œuvre. Voilà, on a un pilote, on a une caméra, un avion qui fait des allers-retours au-dessus de chaque ville, c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Ça marche mieux en termes de qualité du produit, par contre, on l'a de manière beaucoup moins fréquente. Donc, si on fait de la télédec, là, l'avantage, c'est qu'on va arriver à déjà avoir un prix largement inférieur, et surtout, on va pouvoir s'inscrire dans la durée avec une répétitivité, faire une couverture pour une ville donnée, une couverture très haute résolution comme ça, plusieurs fois par an, c'est quelque chose qui est tout à fait je dirais réaliste et abordable. Donc ce qu'il faut ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est transformer ça en information pertinente. Donc là, il y a un certain nombre de solutions qui existent. On en développe, nous, au CNES, et il y en a d'autres dans le milieu public ou privé qui existent. Je veux dire, aujourd'hui, transformer une image très haute résolution, ou on va le voir même, une paire d'images très haute résolution en information d'occupation du sol avec une information de 3D, c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est un problème qui est traité. Ce qu'il faut, c'est l'utiliser maintenant. Donc, je vais essayer de vous montrer ce qu'on arrive à faire, on va dire, à l'état de l'art aujourd'hui. Donc, on a, nous, développé en interne une solution donc, qui part d'un couple stéréo. Alors, pourquoi stéréo? Là, peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers, le satellite permet de faire un peu ce que font vos yeux, donc d'avoir 2 points de vue sur la même cible. Donc pour un satellite, si la cible c'est une ville, l'idée c'est de faire une image, on va dire, d'attendre que le satellite continue de défiler sur son orbite, de refaire une autre image. Et du coup, on a 2 points de vue avec 2 angles de visée différents sur la même ville. Et en combinant ces 2 images par traitement, on fait souvent de la corrélation. Les décalages qu'on observe à l'intérieur de l'image sont liés à la hauteur des objets. Et on arrive à faire ce qu'on appelle un modèle numérique dans un premier temps de surface. D'accord. Ensuite, il y a un premier traitement à faire pour isoler le sursol du terrain. Donc, on arrive à faire un modèle numérique de terrain. Ici, c'est DTM. C'est en anglais. Hein, ce sont des acronymes anglais. Ça veut dire Digital Terrain Model. Et ensuite, on a un modèle numérique de hauteur, donc qui donne la hauteur du sursol. Voilà. Donc, si on combine un modèle numérique de hauteur avec une classification, comme vous le voyez là, ici sur Toulouse, on arrive assez facilement aujourd'hui avec ce type d'image à faire une classification en 5 ou 6 classes. L'eau, on la sépare assez bien de la végétation. On sépare également assez bien les matériaux urbains du sol nu ou justement de la végétation. Et si on combine avec l'information hauteur, assez rapidement, on fait la différence du coup entre un parking et un bâtiment. Et on a même la hauteur des bâtiments. Et également, ça c'est vachement intéressant, la hauteur de la végétation. Donc ça, c'était un des grands enjeux, c'est-à-dire de partir d'un couple d'images stéréo et d'arriver à une description assez fine de l'occupation du sol en ayant la 3D pour la végétation. Et séparer donc végétation, végétation basse, et même remonter quelque part à la hauteur des arbres. Ce que vous avez là sur la droite, c'est l'occupation du sol avec juste la classe végétale sur la droite. Donc le petit piège, on aime bien aller là-bas, c'est près du stadium à Toulouse pour ceux qui connaissent, où il y a des terrains synthétiques, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas classés en végétal. Avec par-dessus, surimprimé, la hauteur, qui donne donc la hauteur des arbres. Et effectivement, on va voir que je dirais la performance thermique de la végétation, elle dépend complètement de son volume. Plus vous allez avoir de volume de végétation, et plus vous allez rafraîchir. Donc c'est vrai que quantifier ça, et on l'a fait juste après, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc aujourd'hui, cet outil-là, comme je disais, il existe, et on sait donc fournir ce type de carte. Donc ça, c'est une demande de Toulouse, d'avoir ça
on va dire, sur le long cours. Donc, on leur a fourni dans le cadre du projet. Et l'idée, c'est qu'à un moment, justement, on arrive à transformer ça en service. Et là, l'idée, c'est que ce soit plus le CNES qui s'en occupe, mais comme porteur de service, s'inscrivent là-dedans. Donc voilà pour tout ce qui est suivi de l'occupation du sol. Donc d'une part des choses à très grande échelle, on va dire par quartier, par commune, on peut le faire un peu comme on veut. Et à contrario, des choses à très fine échelle où on suit sur le long cours la végétation, je dirais, en 3 dimensions. Maintenant, je passe au deuxième hors package qui consistait donc à étudier ce qu'on appelle les anomalies thermiques. Donc ça, c'est Strasbourg qui nous a demandé ça. C'est Sébastien qui va en parler un petit peu tout à l'heure. Et je l'ai dit un petit peu au début, donc là on a fait face à des difficultés. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait face à des difficultés? Donc Sébastien, il avait une liste de à peu près 1 millier de bâtiments qui sont sous la responsabilité de la ville de Strasbourg. Et on aurait pu d'ailleurs tout à fait imaginer le transposer à tous les bâtis sur le cadastre quelque part. Donc là, l'enjeu c'était de mettre en place un outil d'analyse qui pour une emprise de bâtiment donné fait une analyse de la thermique du bâtiment et essaie de détecter une anomalie thermique et de la caractériser. Alors la caractériser, c'est quoi? C'est trouver son amplitude. Là, on le voit sur la petite image avec le delta T. Là. Donc, quel est l'écart de température entre le bâtiment et son environnement? Et éventuellement sa surface, si le bâtiment est de grande taille. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu des difficultés? Tout simplement parce que ça a été dit tout à l'heure, la structure du bâti à l'échelle d'une ville, il est structuré à la dizaine de mètres, on va dire, hein, une maison individuelle, 100 mètres carrés, voilà, 10 par 10, c'est 10 mètres par 10 mètres. Or, nous, la taille des pixels qu'on a dans le domaine thermique, elles sont nativement pour les systèmes opérationnels actuellement entre 70 et 100 mètres, même si on a fait de la super résolution, comme l'expliquait Aurélie, on n'est pas arrivé en dessous de 30 mètres. Donc ça veut dire qu'on a buté à caractériser les anomalies thermiques sur tous les bâtiments petits. Donc on a réussi à trouver quelques bâtiments en anomalie, mais sur la liste que nous a fournie Sébastien, c'est entre 10 et 20 sur à peu près 1 millier de fournis. Donc on a un petit peu changé de fusil d'épaule, je dirais, et au lieu de se concentrer quelque part sur caractériser des bâtiments connus, dans la mesure où on sait qu'il y en a plein qu'on ne va pas arriver à voir parce qu'ils sont trop petits, on a essayer de chercher les anomalies où qu'elles soient et de caractériser ce qu'il y avait dessous. Ça, je vous en parle juste après. Sur le processus de désagrégation, comme on l'a indiqué, donc on s'est lancé dans ce processus d'augmentation de la résolution spatiale qui marche super bien quand il s'agit par exemple de caractériser l'organisation de la ville et la présence de végétation ou de bâti. Par contre, pour chercher quelque part un bâtiment qui ne se comporte pas comme les autres, dans la mesure où ce qui est la physique qui est derrière ce processus de désagrégation, c'est la présence de NDVI, donc la présence de végétation, c'est pas un processus qui rend bien compte de la présence d'anomalies, vu que c'est un cas particulier dans cette relation. En conséquence, le processus de désagrégation, sur ce sujet-là en particulier, et pas sur l'étude de l'effet d'îlot de chaleur urbain, il apporte grosso modo pas grand-chose. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait du coup? Comme je disais, on a changé notre fusil d'épaule. On est parti d'une image, donc voilà à quoi ressemble une image thermique sur Toulouse. Vous voyez, c'est pas hyper spectaculaire, hein, c'est la taille du pixel qui veut ça. C'est vrai que quand les résolutions dont je parlais tout à l'heure, 10 cm en aérienne, 30 cm en optique, là on voit qu'on est un petit peu aveugle, on y voit flou, on va dire, dans le thermique. Mais cependant, il y a quand même des points chauds. Hein, d'accord. Vous voyez tout cela, qu'il y a un certain nombre d'anomalies, justement, que ce soit par ailleurs des anomalies positives ou négatives. Donc ce qu'on s'est fixé, nous, comme guideline, c'est de trouver un outil qui est, on va dire, aveugle dans sa façon de procéder. Il cherche des anomalies, il les détourne, il les filtre parfois, parce qu'on va voir qu'il y a des anomalies qui sortent à des endroits, on ne sait pas trop pourquoi, et essaie d'y associer quelque part des éléments de contexte. Alors quand on parle de la ville, une façon simple de trouver des éléments de contexte, c'est d'utiliser OpenStreetMap. Donc on a tout simplement pris des images thermiques, appliqué un filtrage, et ensuite associer un sens quelque part à cette anomalie. Donc on a sa surface, on a son écart de température à l'environnement, et on a la liste des bâtiments connus disponibles sur OpenStreetMap. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez typiquement les pâtés, je dirais, de bâtiments qu'on arrive à résoudre. Et si on regarde un peu plus près, alors ce qu'on a fait, je reste sur Toulouse, hein, on a fait un super détecteur de supermarchés. D'accord. Toutes les zones commerciales en fait ressortent assez immédiatement. Donc c'est OpenIG, donc c'est l'Occitanie. Donc je suis parti du principe que Toulouse était un bon exemple. J'espère que c'est vrai.
Là, vous avez la zone commerciale près de l'aéroport. Tout le tertiaire, tous les secteurs industriels ressortent beaucoup. Alors, sur Toulouse, effectivement, il y aura beaucoup d'Airbus, tout simplement parce que c'est l'industrie la plus développée sur la région de Toulousaine. Si vous allez sur d'autres villes, ça va être d'autres types d'industries. Ici, c'est les zones commerciales Toulouse-Nord, Fenouillet. Là, vous avez Portet, vous avez la Beige, vous avez Gramont. Alors, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, je dois le dire. On est tombé, ça dépend bien entendu de la date. Là, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis toutes les anomalies qu'on a trouvées sur Toulouse, quelle que soit l'image, de manière non distincte. Elles sont empilées les unes sur les autres, donc plus c'est foncé quelque part, et plus elle est apparue de manière régulière. On s'aperçoit par exemple qu'on a le cimetière de la Gloire seulement en été de nuit. Honnêtement, je ne sais pas vous dire pourquoi cette zone-là ressort en anomalie. Voilà. Ça reste un mystère pour moi. Ici, c'est une zone industrielle. Là, il y a encore de l'Airbus Saint-Éloi. Là, vous allez avoir la station d'épuration. Donc, on a des grosses anomalies qui ressortent, qui ne relèvent pas du bâti individuel. Et on sait les trouver, les suivre dans le temps. Une des questions qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est vrai que quand on a discuté avec les métropoles, on s'est rendu compte quelque part que le cadre légal, je dirais, applicable à ce type d'acteurs, un supermarché, une usine, il ne permet pas. Autant les particuliers, on a les diagnostics performance énergétique, si on construit un bâtiment, on se doit de le faire en respectant certaines normes. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de normes applicables à ce type de bâtiment. Donc on sait les trouver, les caractériser, mais on ne sait pas réellement, je pense, prendre une action dessus. Voilà. Je vous pousse la question, je vous laisse y réfléchir parce que j'avouerai que je n'ai pas de réponse là-dessus. Donc ensuite, on s'est posé la question, ça c'était pour la partie donc anomalie thermique. Ensuite, on s'est posé la question de utiliser les images thermiques pour faire des diagnostics à différentes échelles. Notre point de départ, c'est une anomalie thermique. Si on parle d'îlot de chaleur urbain, ça a été dit tout à l'heure, vraiment la distribution spatiale de la température de surface et la température de nuit pour l'air se ressemblent vraiment de manière importante. Donc pour traiter la problématique de l'îlot de chaleur urbain, prendre une image thermique de nuit, c'est le bon point de départ. Et donc ensuite, à l'échelle d'une métropole, on va s'intéresser assez logiquement, quelle est la métropole à l'intérieur de la métropole, la ville à l'intérieur, la commune à l'intérieur de la métropole qui est la plus chaude. Donc on a fait des statistiques zonales par commune pour commencer. Et là, on s'est aperçu, de mémoire, je crois que c'était sur la Montpellier Métropole, qu'on moyennait sur des grosses surfaces et que si vous êtes à Palavas, il y a des étangs. Et donc, on se mettait à faire des moyennes en utilisant la température de l'étang qui n'est pas vraiment représentative de là où les gens habitent. Donc, on a commencé à dire non, on ne va pas faire ça sur toute la commune, on va le faire sur la commune, seulement sur la tâche urbaine, en clair, là où habitent les gens. D'accord ? Et ensuite, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore les surfaces anneaux. Donc, on a aussi enlevé les surfaces anneaux. Donc, on est parti d'un produit, je dirais, assez facile à générer qui consiste juste à faire une moyenne sur un polygone à 2 niveaux de filtres successifs pour arriver à une température qui, cette fois, est plus représentative, je dirais, du vécu des habitants de chacune des communes. Et après, on s'est posé la question de travailler à l'intérieur des communes parce que le maire d'une commune lui va vouloir spatialiser quelque part l'information pour prioriser son action. Donc là, on est descendu d'un cran en échelle spatiale, on est allé à l'échelle de l'IRIS. Une fois de plus, en appliquant les mêmes filtres pour la même raison. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, quand on arrive à l'échelle IRIS de Villeneuve-les-Maguelones, près de Montpellier, prendre en compte l'étang qui est juste derrière. Donc, on le fait sur la tâche urbaine. Alors, les produits qui sont là, on les fournit tous. C'est-à-dire que si, en fonction des analyses que vous voulez faire, vous considérez que vous ne voulez pas appliquer ces différents niveaux de filtres, vous aurez la capacité de le faire parce qu'on fournit les différents produits à différentes échelles spatiales et avec différents niveaux de filtrage. Et on arrive à ce type de produit-là. Voilà, donc ça, c'est déjà des premiers éléments où on arrive en fonction des quartiers, des communes, à avoir une information spatialisée sur le comportement thermique de la ville. Alors ensuite, on a essayé de répondre à des questions sur, ça c'était Montpellier qui nous a posé ces questions-là. Je vais revenir ensuite à l'effet d'îlot de chaleur urbain et à l'exploitation qu'on a fait par croisement de données. On a eu des questions sur la performance thermique de la végétation. Donc l'idée, c'était de dire, mais si je mets X% de végétation, est-ce que vous êtes capable de me dire de combien va diminuer la température? Donc là, ce qu'on a fait, c'est des croisements, alors à différentes échelles, vous allez voir. On a fait des croisements tout simplement entre l'occupation du sol que vous voyez là. On a dit, dans le premier work package, on s'était attaché à créer des couches de données assez fines sur la végétation en ville.
Et donc, si on regarde sur un quartier donné, quelle est la température en fonction de la fraction végétale, on obtient ce genre de graphique là. Donc, ce que dit ce graphique, en fait, c'est que plus il y a de la végétation, plus la température est basse, que la tendance est assez claire, elle est même linéaire. Et on va voir qu'on arrive même à séparer l'effet d'une végétation basse ou d'une végétation haute. D'accord ? Donc, si on regarde les chiffres un peu plus en détail, ce qu'on voit, c'est que 10% de végétation, de manière globale, c'est entre 0,3 et 0. Alors, c'est en Kelvin, hein, parce que l'unité physique standard de la température, c'est Kelvin, mais en relatif, 1 degré Celsius, 1 degré Kelvin, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc, dans la journée, 10% de végétation, c'est typiquement un demi-degré de température de surface en moins. Donc, si vous passez d'une zone 100% urbanisée à un parc, comme il y en a là, vous allez perdre à peu près 5 degrés de température de surface. Et on arrive à séparer l'effet, comme je disais, de la végétation haute et de la végétation basse. On voit que on gagne 0,1, 0,2 degrés par dizaine de pourcents de végétation dans le cas d'une végétation haute. Donc ça, c'est bien d'un point de vue thermique, et c'est encore mieux d'un point de vue humain, parce que si la végétation est haute, on peut se mettre dessous en plus, donc ça fait de l'ombre, voilà, par rapport à de la pelouse, où on ne peut pas s'abriter. Donc d'où l'intérêt d'implanter des arbres, et ça rebondit complètement sur les grands plans d'action qu'ont toutes les métropoles de revégétalisation, et notamment de plantage d'arbres. Pendant la nuit, la distinction, on arrive, je dirais, de manière marginale à mesurer l'effet de la température, de la végétation, pardon, sur la température de surface. On est typiquement à moins 0,1 degré K, et je le dis, on considère ça marginal. C'est-à-dire que la végétation a un effet de jour, elle empêche quelque part la ville de chauffer. Ensuite, la nuit, le dôme de chaleur, on va dire, s'installe, mais ça se moyenne. Et donc, autant le fait d'avoir la végétation, clairement, ça va diminuer la surchauffe dans la journée, mais ça va se répartir assez uniformément pendant la nuit. Et ensuite, une autre question qui était posée, c'était, on la comprend, c'est quelle est l'aire d'influence sur la température d'un parc. En clair, si je mets une zone boisée en pleine ville, est-ce que ça va agir sur la température de surface au-delà du parc? Sur le parc lui-même, je vous garantis que ça agit. Je vous ai donné les chiffres. Donc, par rapport à une zone 100% urbanisée juste à côté, il fera typiquement 5 degrés de moins de température de surface à ce niveau-là. La question était, par contre, pas tout à fait celle-là, c'était, mais au-delà du parc, est-ce qu'il y a un effet? Et là, la réponse, elle est une fois de plus marginale. Donc, je veux le dire parce que c'est important. On s'est amusé à faire des traitements un peu compliqués, vous les devinez là. On a détouré tous les parcs de Montpellier, on a trouvé des zones d'études on a fait des couronnes comme ça d'études de la température de surface moyenne au-delà des parcs. On a fait ça sur des dizaines de parcs. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une petite signature négative, à peu près une 50aine de mètres au-delà du parc. Or, je vous rappelle que la taille des pixels qu'on utilise dans la géométrie source des images thermiques, c'est entre 70 et 100 mètres. Donc moi, j'appelle ça une mesure marginale. C'est-à-dire que je n'exclus pas, si vous voulez, qu'il y ait un petit effet sur quelques dizaines de mètres, mais dans la mesure où l'échantillonnage dans le domaine thermique, elle est plus grosse que ce que je mesure, je suis très prudent dans les résultats que je vous annonce. Voilà, donc aujourd'hui, se dire que vous allez implanter, végétaliser complètement la place du Capitole, et que ça va avoir un super effet sur la température de surface dans la journée au-delà de la place du Capitole, c'est probablement pas vrai. Par contre, ça aura baissé la température de la place du Capitole, ça c'est clair, et pendant la nuit, vu que tout se moyenne, vous aurez quand même un effet tout à fait positif. Voilà. Ensuite, on a eu des questions sur les rivières. Donc là, l'enjeu a été d'essayer de caractériser. Donc, il se trouve qu'en pleine journée l'été, on est souvent sous ce cas de figure-là. Hein, je sais que je le mets un peu sous le tapis, mais quand on parle de surchauffe de la ville, les anomalies thermiques, c'est plutôt l'hiver, d'accord? Si on veut parler de fuite thermique des bâtiments, la surchauffe de la ville, on va plutôt utiliser des images d'été. Et vous vous rappelez qu'on a fait une base de données d'images qui, justement, représente ces différents cas de figure. Donc là, la question était, un peu comme ce qu'on a fait pour les parcs, c'est est-ce que vous êtes capable de caractériser l'effet de la rivière sur la température de surface aux abords de la rivière elle-même? Et donc on a fait ça sur Montpellier, où ils ont découpé, donc c'est le Lez de mémoire, hein, ils ont découpé la rivière en zones, donc ça c'est eux qui nous ont fourni cette info, hein, en différents secteurs, et chaque secteur était aménagé un petit peu différemment. Et l'image qui est là, justement, symbolise un petit peu ça. On voit qu'il y a des abords de rivière qui sont très végétalisés, et d'autres qui sont plutôt minérales.
avec là des zones plutôt bétonnées. Alors, pour éviter de se faire piéger par la relation entre température de surface et végétation, ce qu'on voulait, c'était bien mesurer l'impact de la rivière, d'accord, pas l'impact de la végétation. Donc, si vous mettez de la végétation au bord de la rivière, on l'a dit, ça va avoir un bon impact. 100% de végétation, typiquement, 5 degrés de moins qu'une zone urbanisée. Donc, ce qui est chouette, c'est que vu qu'on venait de mesurer ce que faisait la végétation, on a soustrait quelque part l'impact attendu de la végétation pour ne garder que l'impact de la rivière. Et donc, ce qu'on voit par secteur, hein, d'accord, c'est la courbe qui est ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je l'espère. On voit un effet clairement très net sur la température de surface en fonction de la distance à la rivière. Et cette fois, on a mesuré quelque chose qui était pas négligeable. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas trop l'expliquer. Donc là, cette fois, on a 200-300 mètres d'effet où on a la température qui plonge. Par contre, on s'est vraiment posé des questions. Hein. Il y avait notamment Guillaume là, Dumas de Toulouse qui, je me rappelle, avait réagi à ça parce que lui, son boulot, il a fait de la modélisation de climat urbain. Et on s'est posé la question de pourquoi ce qui régit au premier ordre, ce qui régit la température de surface, c'est vraiment l'éclairement solaire et le matériau, son albédo quelque part. Donc là, si on voulait interpréter ça, probablement l'air est refroidi quand il passe au-dessus de l'eau. Et ça s'étale effectivement sur 200-300 mètres, d'après ce qu'on arrive à mesurer, au-delà de la rivière. Je rappelle que le Lèze, dans cette zone-là, il mesure entre 25 et 50 mètres. Donc cette fois, par contre, on a mesuré quelque chose, donc je le dis avec un peu de prudence, hein, mais on a mesuré quelque chose qui va au-delà de la rivière de manière significative, sans avoir de grosses vraies explications physiques, si ce n'est que probablement l'air est refroidi par la présence de l'eau et participe au rafraîchissement de quelques degrés de température de surface sur une distance qui va entre 2 et 300 mètres. Et ça, c'est pas négligeable au regard de la précision de notre mesure. Voilà, je ne sais pas si cette partie-là est claire. Et si c'est le cas, je continue. Dernier type de croisement qu'on a essayé de faire, donc là, c'était plutôt des croisements géométriques quelque part entre température de surface et aménagement urbain. Là, on est allé un peu plus loin. Et on s'est confronté à quelques difficultés, je vais essayer de vous les présenter par la suite. On a essayé de croiser ça avec des données, cette fois, socio-économiques. L'idée étant d'aller vers ce qu'on appelle une quantification de la vulnérabilité, qui quelque part est, je pense, d'un point de vue du décideur, un peu l'information ultime, je dirais, qu'il souhaite obtenir, parce que ces actions à lui, ça va être des actions en diminution de la vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme type de croisement et qu'est-ce que ça a comme limitation ? Donc, on a utilisé ce formalisme-là là, qui couple pour caractériser une vulnérabilité, une exposition au risque, une sensibilité au risque, une capacité d'adaptation. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé nous. On s'est inspiré, pour le dire très clairement, d'une analyse qui a été faite côté US, avec le même type de données, mais appliquées donc à notre territoire. Donc l'exposition au risque, mais on a dit tout à l'heure que la température de surface de nuit constituait une bonne mesure de l'effet d'îlot de chaleur urbain spatialement. Et il se trouve que ça maintenant, grâce à Thermocity, on a des mesures de température de surface de nuit sur toutes les villes que je vous ai citées. Donc on a une carte au premier ordre qui traduit l'exposition. On a aussi dit que la végétation avait un effet très positif, notamment en journée, cette fois, on peut aller se mettre à l'ombre dessous. Donc on peut dire, si on le souhaite, que la non-végétalisation, c'est l'inverse, hein, d'accord, est un facteur d'exposition au risque de surchauffe. C'est-à-dire que non seulement il fait plus chaud, et en plus on ne peut pas se mettre à l'ombre, en extérieur. Ce formalisme-là, il faut comprendre qu'il est complètement customisable. C'est-à-dire que nous, on s'est amusé, en guise de démonstration, clairement, à coupler différents types de données, mais on ne prétend pas avoir la bonne recette de cuisine de génération de l'indice de vulnérabilité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en main, et au regard d'ailleurs des spécificités peut-être de la population et de l'aménagement local, se le customiser, oui, se le mettre à jour pour son besoin propre, quoi. Donc si on parle de sensibilité cette fois, là clairement, ce qui joue, c'est l'âge. Ça, on le sait. Donc les populations jeunes et âgées, d'ailleurs on a régulièrement des campagnes de com sur le sujet, sont les populations à risque. Donc on peut tout à fait utiliser, alors là vous comprenez pourquoi on a raisonné à l'échelle IRIS tout à l'heure, c'est justement parce que c'est à cette échelle-là qu'on a des données sur les stats de la pyramide des âges, à l'intérieur de chaque zone IRIS. Et pour compléter tout ça, on s'est aussi dit que quelque part mettre la population totale
par zone était important parce que finalement, plus j'ai de personnes à l'intérieur d'une boîte, et plus il y a de chances qu'il y ait un problème à l'intérieur de cette zone-là. Là où c'est plus souple maintenant, c'est la capacité d'adaptation. Donc là, on a reproduit ce qu'ont fait nos collègues américains, et qui se comprend. C'est de dire que plus quelqu'un est riche, et plus il va être capable de s'adapter. Si je le disais autrement, c'est plus on a d'argent, et plus on peut se payer la climatisation, plus on peut isoler son logement, plus on peut améliorer son confort quelque part en utilisant ses revenus. Donc ça, c'est une des grandes données utiles si on parle des capacités d'adaptation. Et la dernière qu'on a utilisée, c'est en utilisant ce qu'on appelle la base de données nationale des bâtiments. On a accès aux bâtiments prêts, et donc par zone iris, au perfo des bâtiments. Et donc à l'intérieur d'une ville, c'est pas homogène, hein, ça suit un peu quelque part l'urbanisation. Donc si je reprends une ville classique, on peut avoir un vieux centre-ville avec du vieux bâti qui est en cours de rénovation, mais c'est pas complètement terminé. Certains quartiers qui sont sortis de terre il y a 50 ans, avec les erreurs qu'on connaît. À l'époque, l'énergie était pas chère, donc c'est grosso modo du béton et pas trop d'isolation. Et à contrario, des quartiers beaucoup plus récents où on va avoir cette fois des performances thermiques tout à fait raisonnables. Donc c'est pas quelque chose qui est homogène à l'échelle d'une ville. Et on est capable, donc nous ce qu'on a fait, il a fallu créer un indicateur à partir de ça, on a pris la fraction de logements performants, tout simplement. Donc je crois qu'on a de mémoire, c'était quelle est la fraction de logements qui ont une classe énergétique C ou meilleure. Et en combinant tout ça, on arrive en passant dans des outils statistiques, donc je ne vais pas détailler ça, mais le Z-score là, permet pour chaque indicateur, si vous voulez, d'indiquer à quel point il est loin du comportement moyen de la zone. Donc un Z-score élevé va dire qu'il fait, pour l'exposition, va dire qu'il fait significativement plus chaud dans ce quartier que dans un autre. Et c'est vrai pour toutes les grandeurs qu'on utilise. Et en combinant ça, on arrive à ce type de carte, qui est une carte donc, de vulnérabilité, qui prend en compte tous ces facteurs. Et comme je disais, c'est un peu à la carte. Nous, on a fait ça un peu en guise de démo, et on peut tout à fait, en fonction de l'utilité quelque part de la vulnérabilité que vous voulez faire derrière, le faire autrement. Un exemple typique, si vous voulez travailler sur une campagne de sensibilisation pour les jeunes enfants, parce que c'est le sujet du moment, mais vous pouvez tout à fait éteindre ces deux paramètres-là et ne garder que celui-là, et vous aurez un indice de vulnérabilité à la chaleur pour les jeunes enfants. Voilà. Et on s'est confronté par contre à la complexité de l'utilisation des données socio-économiques. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans ce traitement-là. Moi, clairement, je suis au CNES, je ne connais pas bien les données INSEE, c'est pas du tout mon métier. Mon métier, c'est la détection. Et on se rend compte qu'en fonction de l'échelle à laquelle on travaille, là, je vous ai mis deux échelles. Je précise que ces données-là n'ont pas été livrées, mais on a fait l'analyse pour se convaincre de la difficulté, quelque part, d'interpréter la donnée socio-économique. Les grandes tendances que vous avez, c'est pas exactement les mêmes. Alors après, si on regarde en détail, alors déjà, ça, c'est les données qu'on appelle Karoya de 100 mètres. Pardon. Ceux-là, elles couvrent pas totalement la surface de la ville, tout simplement parce que pour je crois, des enjeux d'anonymisation des données, s'il n'y a pas un certain nombre d'habitants dans une boîte de 200 mètres, on ne rapporte pas en fait le contenu de manière à ce que les gens, qu'on ne délivre pas quelque part des données sensibles. On parle des revenus justement, c'est pas acceptable, je pense, d'un point de vue personnel, que nos revenus soient exposés si vous êtes tout seul dans une boîte de 200 mètres. Donc ces données, elles sont pas à couverture globale. Et après, il y a des zones industrielles où il n'y a personne, où il n'y a rien. Et on voit que si on jette un coup d'œil quelque part un peu global à ces deux données-là, on voit que les tendances observées ne sont pas exactement les mêmes. Bon, par contre, si on essaie d'interpréter, c'est pas incohérent. Hein. On voit que certains quartiers ressortent, d'accord, ici, là. Ici, ça va être structuré de manière très fine, et sur une carte à l'échelle des risques, ça va être moyenné tout simplement parce que la zone iris à cet endroit-là est assez grande. Donc là, c'est juste une invitation à la prudence avec l'interprétation de ce type de données. Voilà. Je continue. Voilà, ça a été un sujet, on en a parlé, en termes de modélisation climatique, approche modélisation d'un côté avec la température de l'air ou la mesure directe, comme sur Toulouse, de température de l'air, vu qu'il y a un réseau, et température de surface. Donc je répète le message. Nous, aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est qu'une température de surface de nuit, spatialement, représente assez bien ce qui se passe à l'échelle de la ville. Voilà, ça c'est deux mesures différentes, donc une par télédec, une par
par station in situ et ensuite extrapolé moyenné à l'échelle de la ville, on voit que ça se ressemble assez fortement quand même. Et un dernier point peut-être, sur ce qu'a fait Météo France, donc cette fois, en modélisation du climat. Donc on s'est posé la question de que faire de complémentaire pour ce projet qu'on ne peut pas adresser par télédétection. Et rapidement, on est arrivé à la piste que clairement ce qu'on ne pourrait pas mesurer, c'est ce qui va se passer en 100 ans. Enfin, on le mesurera, mais on le mesurera dans 100 ans. Donc il y avait peut-être un enjeu, si on parle d'une problématique d'adaptation de la ville, d'essayer de projeter en climat futur ce que sera l'effet d'îlot de chaleur urbain dans une ville. Ce qui n'a pas été fait ici, mais qui était tout à fait faisable, et ça c'est des compétences, une fois de plus, vachement intéressantes, je trouve, d'un point de vue modélisation, c'est qu'ils sont capables, à Météo France, où il y a d'autres organismes qui font de la modélisation de climat urbain, ils sont capables de simuler un réaménagement de la ville. D'accord ? La Télédec ne fera jamais que mesurer un état actuel. Par contre, il va pouvoir le suivre de manière hyper régulière, objectiver une évolution, la mettre en relation d'évolution de la ville, que ce soit l'occupation du sol, de l'aménagement urbain. Ça, très bien. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est mesurer quelque chose qui n'existe pas. Donc, je pense qu'un vrai intérêt de la modélisation de climat urbain, c'est de modéliser d'une part des réaménagements, vu qu'on est en train de dire qu'il faut réaménager la ville, et de se projeter dans un contexte de changement climatique pour essayer de comprendre, même si on ne touche rien, mais éventuellement en modifiant la ville, qu'est-ce que ça voudrait dire demain, un effet d'îlot de chaleur urbain dans 100 ans en fonction de tel ou tel scénario. Donc c'est un peu les prémices de ce genre de sciences-là. Hein. C'est des compétences qu'ils ont développées, on va dire, dans le cadre du projet. Alors, la première chose, c'est qu'ils ont fait ça. Il faut comprendre comment ça marche. Hein. Pour faire un ICU moyen, donc pour faire ce genre de carte que vous avez là, il faut savoir quel temps typique il va faire en moyenne dans l'été. D'accord ? Et donc, ce que fait Météo France, c'est qu'ils classent les temps en différents, ils appellent ça temps sensibles. Donc, typiquement, un des temps sensibles, je vous en ai mis deux assez différents pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Mais le temps sensible, alors je ne sais pas quel numéro, mettons le bleu, on va l'appeler le bleu, c'est ciel clair et vent faible, et pas de précipitation. En clair, c'est un grand beau temps, et pas trop de vent, et pas de précipitation. On va dire que c'est un super temps hein, pour faire apparaître une surchauffe de la ville. A contrario, le temps violet qui est juste à côté, ça va être un temps où il fait couvert et il pleut un petit peu. Donc ça va plutôt être un temps un peu plus supportable, je pense, d'un point de vue de la chaleur en ville. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est essayer de comprendre comment ces temps sensibles allaient être distribués différemment en climat futur. Et on voit que ça évolue, on s'en doute, hein, mais ça évolue de manière plutôt négative. Donc on voit que le temps sensible bleu, notamment, va avoir sa fréquence augmentée de manière très significative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quantifié quelque part. Donc quand ou le GIEC ou nos décideurs expliquent que la fréquence des vagues de chaleur va très probablement augmenter. Vous avez là ici sur Montpellier, donc dans un climat particulier qui est celui de Montpellier, une fréquence quantifiée d'augmentation d'un temps sensible qui permet de quantifier la fréquence des vagues de chaleur. L'autre point, c'est qu'en faisant la moyenne de tous ces temps sensibles, on n'a pas vu d'évolution, je dirais, morphologique de l'effet d'îlot de chaleur urbain sur Montpellier. C'était là qu'était l'étude. Voilà, on n'est pas allé jusque-là. Par contre, comme je disais, on n'a pas projeté d'évolution urbaine dans cette vidéo d'analyse. C'est quelque chose qui est faisable, qui n'a pas été fait. On n'avait pas le temps d'arriver jusque-là. Voilà, donc quelques éléments sur les principaux résultats. Donc, je vous rappelle les 3 work packages. Peut-être je prends des questions s'il y en a à ce moment-là. Et sinon, après, je vais laisser la parole à Sébastien. Merci Vincent. Je vous propose qu'on prenne les questions là qu'on a dans le chat maintenant avant de passer à la présentation de Sébastien. Ça marche. Donc on a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est pourquoi prendre des données de nuit pour mesurer les phénomènes d'îlots de chaleur urbain? Alors, on l'a dit justement, ce que vous allez voir la journée, quelque part, c'est les matériaux qui chauffent, avec des réponses très différentes en fonction des différents matériaux. Donc, vous allez voir typiquement derrière l'albédo, le type de matériau qu'il y a.
Et la nuit, tout ça se moyenne, et comme je le disais, la température de surface se met à furieusement ressembler à la température de l'air en termes de distribution spatiale. Or, le ressenti humain, il est quand même plus, si on parle de confort humain cette fois, il est plus drivé, connecté à la température de l'air qu'à la température de surface. Par contre, la température de surface de nuit est un bon proxy à la température de l'air. Voilà. Par contre, je trouve que la température de surface de jour a un vrai intérêt aussi, parce que quelque part, c'est là que vous allez stocker la chaleur dans les bâtiments, et vous êtes en train de cartographier les endroits où ça surchauffe. C'est ça qui après va se moyenner pendant la nuit, et va se propager jusqu'à la température de l'air et amener une surchauffe complète de la ville qui est significativement supérieure avec ce qui se passe à côté à la campagne. Voilà, donc les deux ont l'intérêt. La journée, ça permet de caractériser l'endroit où ça surchauffe, et il faudrait plutôt implanter de la végétation. La nuit, si on veut quantifier le risque humain, c'est plus pertinent de prendre une température de surface de nuit. Je ne sais Super. pas si j'ai répondu. Oui, je pense que tu as répondu. Une autre interrogation de Kevin Dedin. Alors, il ne comprend pas bien l'explication sur le LES. Le bilan radiatif observé serait lié à la convection de l'air. Je ne sais pas si... On ne sait pas trop, voilà, on est assez ouais. fragile, hein, je vais essayer de le dire simplement, on est assez fragile sur l'interprétation de ce résultat. Donc on a mesuré quelque chose. Alors peut-être je remets ma planche, là je partage encore mon écran ou pas, je ne sais même plus là. Non, tu l'as plus là. Je l'ai plus, peut-être je remets ce transparent là. Hop. Est-ce qu'on voit le transparent en question? Oui. Donc, ce que j'ai essayé de dire, apparemment pas de manière très claire. Donc on a fait des analyses statistiques de la température en coupe par secteur du LES. Les secteurs, comme je l'ai dit, c'est pas nous qui les avons dessinés, c'est les gens de Montpellier qui, parce qu'ils avaient connaissance de différents types d'aménagements autour de la rivière, ont découpé de manière à ce que les secteurs soient assez homogènes en termes de type d'aménagement autour de la rivière. Donc ensuite, on a fait des coupes. Si vous voyez ma souris, on a fait des coupes de température de surface perpendiculairement à la rivière pour trouver donc des profils de température de surface en fonction de la position de 0, la position de 0 étant le milieu de la rivière. D'accord ? Et donc à la question, est-ce que vous observez une différence de température de surface autour de la rivière, au-delà de la rivière elle-même? La réponse est oui. On voit une signature négative qui n'est pas due qu'à la présence de végétation, parce que comme je l'ai dit, dans la mesure où on avait mesuré l'effet de la végétation sur la température de surface, on a soustrait cet effet pour générer ce genre de graphique. Donc ce qui reste quelque part, c'est a priori uniquement l'effet de la rivière sur son environnement. On mesure quelque chose qui est significativement, je dirais, qui est significatif, parce que la taille qu'on mesure, c'est 200-300 mètres, alors que la rivière en fait 50, et que la taille du pixel source, c'est entre 70 et 100. Par contre, sur l'interprétation physique du résultat, on est fragile, c'est-à-dire que on ne sait pas l'interpréter. Donc une des hypothèses, effectivement, c'est que l'air se rafraîchisse au contact de l'eau en passant sur la rivière, et que ça participe au rafraîchissement aux alentours. Par contre, on ne peut pas le crier haut et fort, on ne l'a pas modélisé, on l'a pas. C'est juste une explication potentielle. Voilà, je ne sais pas si ça pose bien déjà le résultat qu'on a obtenu, et le fait que cette conclusion, elle relève plutôt d'une hypothèse que d'une conclusion forte sur laquelle on n'aurait pas de doute, parce qu'on aurait mesuré à plein d'endroits différents, modélisé, compris, ainsi de suite, quoi. Voilà, on mesure quelque chose sans avoir une interprétation hyper fiable. D'accord. Donc on a une supposition, on a vu les vagues, alors n'est-ce pas lié à la convection plus humidité, l'air frais retombant suivant son taux d'humidité, Alexandre. Aurélie, tu voulais peut-être préciser? Oui, je rejoins Vincent, il faudrait aller plus loin pour connaître. Et je pense qu'il ne faut pas non plus négliger la résolution spatiale de l'image source de température de surface, qui peut avoir un effet aussi de ça. Mais on ne peut pas répondre à l'heure actuelle exactement. Donc les hypothèses que vous donnez, elles sont toutes intéressantes, mais il faudra aller plus loin. Il y a d'autres questions aussi, j'ai vu. Ouais. Il y a aussi une demande sur des références sur le processus de désagrégation. Alors, j'ai pas rebondi là-dessus, j'en profite pour répondre, désolé. J'ai pas répondu là-dessus, mais Vincent a bien dit que les rapports d'études étaient en libre accès. Résultat, le rapport technique lié au traitement des données thermiques est disponible
sur le site du pôle TEA, donc en lien avec le produit ThermoCity. Donc les références, les articles scientifiques sont dedans. De même pour les lots de chaleur urbaine de surface, il y avait une question sur le référentiel extra-urbain pour calculer les lots de chaleur urbaine de surface. Il faut savoir, il n'y a pas de méthode universelle pour calculer un îlot de chaleur urbain de surface à l'heure actuelle. Il y en a qui prennent des anneaux autour des villes. Il y en a qui prennent des zones agricoles. Dans ThermoCity, on a essayé de prendre des zones végétalisées avec une température homogène. Sur les images que je vous ai montrées, c'est plutôt un référentiel qui a été calculé par Guillaume Dumas de Toulouse Métropole et du CNRM. Donc voilà, il n'y a pas de méthode universelle pour calculer un niveau de chaleur urbaine de surface, sachant aussi que votre température de surface, vous n'avez pas besoin de calculer un niveau de chaleur urbaine de surface pour caractériser votre environnement. Comme a dit Vincent, la température de surface, elle va vous permettre de voir la surchauffe en ville. Donc voilà, mais le traitement de l'îlot de chaleur urbaine de surface dans ThermoCity est aussi expliqué dans le rapport technique. Voilà. Et ensuite, il y avait aussi une corrélation température de l'air, température de surface. Ouais. Donc, de nuit, effectivement, donc, je vous avais mis un petit schéma explicatif qui montre un peu ça en moyenne. De nuit, les deux températures se rejoignent. De jour, il va y avoir beaucoup de disparités. Le petit schéma que j'ai mis en introduction de la télédaction infrarouge thermique pour les villes le montre. Donc, il y a beaucoup de disparités de jour entre la température de l'air et la température de surface. Et il faut savoir que le passage entre les deux paramètres à l'heure actuelle est un sujet de recherche à part entière. Voilà. Je ne sais pas si ça aide à répondre et si Vincent, tu as d'autres choses à dire. Non, super, merci beaucoup Aurélie. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions, vu que moi je présentais, je ne les ai pas vues passer. Il y en a on a à peu près fait le tour là. Ouais, on a à peu près fait le tour. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées encore. Quelle était la taille du plus petit espace végétalisé sur lequel vous avez pu mesurer son influence sur la température de surface? Bonne question. Alors on est même allé quelque part sous pixelique, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais une des graphiques que je vous ai montré où dans la mesure où on a une description très haute, très fine en fait de la végétation en ville, on a quantifié de manière statistique, quelle que soit la taille, l'impact sur la température de surface. Donc on a vraiment fait, on a raisonné en fraction de végétal. Donc je pense que quelques arbres quelque part, à l'intérieur d'un pixel thermique, on peut mesurer leur influence. C'est ce qu'on a fait de manière statistique à l'échelle de quartier. Donc on a pris des fractions végétales à l'intérieur des pixels thermiques et on a corrélé donc température et fraction végétale, toute végétation ou végétation haute et végétation basse. Et c'est là qu'on a vu que la végétation avait un effet plus important. Donc je rappelle le chiffre clé qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que 10% de végétation, c'est à peu près un demi-degré sur la température de surface d'effet. Donc un parc 100% végétal, à peu près 5 degrés de moins de température de surface la journée par rapport à son environnement tout à fait urbanisé. Très bien, merci. Alors, on a quelqu'un qui a levé la main, Sébastien Payan. Je ne sais pas si c'est pour prendre la parole ou si c'est une erreur. Oui, c'était bien pour prendre la parole. Désolé, j'étais en train Voilà. de taper, mais c'était un peu long. C'était juste pour dire sur ces questions, en fait, entre les températures de surface et la température de l'air, il y aurait un vrai intérêt, je pense, à collaborer dans le cadre de campagnes de recherche. Et sur les aspects air, il y a des campagnes qui sont organisées à Paris. Il y en a une l'été dernier, il y en a une qui est prévue cet été avec des collègues plutôt parisiens, mais aussi avec des collègues de Météo France. Et ce serait vraiment extrêmement utile d'avoir accès aux données que vous présentez aujourd'hui, parce que justement, ces questions entre la nature de la surface et la température de l'air est un peu compliquée et on voit bien que, voilà, regardez juste la végétation, etc., il faut aller au-delà de ça. Voilà, c'était un commentaire général. Pardon, et je ne me suis pas présenté, je suis directeur scientifique du pôle IRIS, donc plutôt atmosphère, voilà. Super. Là, on est un peu à la frontière des deux. Hein. Très bien, merci. Je vous propose de reprendre avec Sébastien. Je crois qu'il reste une question. Vincent, je te laisserai peut-être y répondre dans le chat. Alors, dis-moi juste laquelle et je le fais pendant que Sébastien... De Yann Rosier. Ok. Je vais essayer de partager mon écran aussi. On va voir si ça fonctionne avec PowerPoint. Est-ce que vous voyez quelque chose? Nickel. Ouais, c'est bon, okay. hein, Sébastien. C'est bon, ouais. Ok, très bien. Oui, alors je ne vais pas trop rentrer dans la technique pour ma part. Je vais plutôt aborder la partie projet en elle-même, comment le projet ThermoCity a fonctionné entre les différents acteurs et les collectivités, donc en l'occurrence
aussi la métropole de Strasbourg. Alors, quelques éléments de contexte, même s'ils ont déjà été rappelés par les intervenants précédents, je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Et puis, pour une collectivité, finalement, quels sont les intérêts, les limites qu'on a trouvées à l'imagerie spatiale et plus spécifiquement à l'imagerie spatiale thermique. Et puis, l'intérêt et puis les difficultés aussi qu'on a rencontrées dans le cadre du projet ThermoCity. Bon, ça a été évoqué, donc effectivement, Strasbourg est concerné aussi, hein. On n'est pas que les anomalies thermiques en hiver, on a bien aussi des problématiques en été avec des augmentations de température, des îlots de chaleur urbains. Et on a eu un changement d'exécutif en 2020 qui a déclaré l'état d'urgence climatique. Donc il y a un constat qui est unanime, mais il faut réussir à mener des actions pour diminuer finalement les effets de ce changement climatique. Donc il y a un plan climat qui a été mis en œuvre à la fois sur la métropole et sur la ville, qui est évoqué ici. Donc il y a une partie qui peut être en lien avec l'imagerie spatiale par rapport aux mesures qui peuvent être réalisées. C'est notamment ce qui a été évoqué, hein, c'est la place de la nature en ville. Comment on arrive à quantifier la place de végétation en ville et à quantifier l'augmentation de cette place de la végétation. Il y a les anomalies thermiques, hein, c'est l'axe 3 sur Strasbourg avec la rénovation du bâti public notamment. Voilà. Alors plus spécifiquement, ce qui est mis en œuvre à Strasbourg, c'est des modifications de règles d'urbanisme, avec justement une volonté de modifier l'urbanisme futur pour l'adapter au changement climatique. Donc il y avait dans le projet ThermoCity, essayer de justement quantifier les effets de la végétation, aussi de l'hydrologie. Ce qu'il faudrait même essayer de voir, c'est des formes urbaines, notamment par rapport aux écoulements de vent aussi, qui permettraient peut-être d'empêcher la stagnation de chaleur. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions encore qui restent en suspens sur quel est l'urbanisme du futur qui nous permet de diminuer les effets des îlots de chaleur urbains, même si il y a déjà une bonne réponse qui a été apportée sur la partie végétale. Donc c'est pour ça qu'un plan canopé a été décidé à travers 3 axes. Donc déjà identifier les arbres existants pour pouvoir les protéger et empêcher qu'ils soient coupés et suivre leur état de santé. Ensuite, étendre le patrimoine arboré, donc en identifiant les espaces où il est favorable au niveau de la plantation d'arbres. Là, l'imagerie satellitaire peut aussi apporter des pistes. Et puis, savoir quoi planter. Ça, c'est une grosse question aussi pour que les arbres qu'on plante maintenant résistent au climat actuel et puis au climat futur. Donc, il y a pas mal d'études, notamment aussi du CEREMA à ce sujet. Que ce soit pour les arbres en ville, mais il y a des études aussi pour les forêts, hein, qui sont aussi très fortement impactées, même si c'est pas tout à fait le sujet. Et sur la rénovation thermique des bâtiments, il y a des politiques publiques à mettre en place, à la fois pour les bâtiments dont on est propriétaire, donc savoir lesquels prioriser. Évidemment, on a les factures de dépenses énergétiques qui sont un bon indicateur, mais pour les bâtiments dont on n'est pas propriétaire, ça suffit plus. Donc il faut savoir comment finalement aider les tiers à rénover leurs bâtiments et pour ça, il faut qu'on puisse disposer d'état des lieux et donc c'est pour la question qu'on avait posée au CNES, c'était détecter justement ces passoires thermiques. On a vu que c'est pas forcément très simple avec les données dont on dispose actuellement. Alors, l'intérêt de l'imagerie spatiale, ça a été évoqué, hein, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui couvre tout le territoire avec des suivis fréquents. Donc, c'est d'avoir des données aussi objectives. Alors, évidemment, il y a des traitements à faire, etc., pour tenir compte des effets atmosphériques, ça a été évoqué. Mais voilà, c'est des données que tout le monde peut partager. Il n'y a pas d'effet politique, on va dire, par rapport à l'utilisation de ces images. Et surtout, elles sont très régulières par rapport à des campagnes aériennes, justement, qui sont quand même fréquentes en France,
qu'elles soient effectuées par l'IGN ou directement par les collectivités, mais on ne sera jamais dans la capacité d'obtenir la même fréquence que l'imagerie satellitaire. Puis surtout, on a, en fonction des capteurs évidemment, mais on a quand même des images qui sont disponibles sur des temps assez longs qui donc permettent de suivre des évolutions de territoire. Et tout ça, ça nous permet de construire des indicateurs pour à tous les niveaux finalement des politiques publiques. Donc dans l'aide à la décision, donc en amont, pour savoir où agir et comment agir. Et puis surtout après dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques, où là l'imagerie a un réel intérêt en termes d'outils de mesure, hein, tout simplement. Alors, les limites, elles ont déjà été évoquées. Ben, la principale est liée à la résolution spatiale. Finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer? Quels sont les phénomènes qui seront visibles? Jusqu'à quel niveau de détail on va pouvoir aller? Et puis, quand on a des phénomènes proches, est-ce qu'on va pouvoir les distinguer les uns des autres? Est-ce qu'il y a des phénomènes qui seront masqués par d'autres dus à la résolution spatiale, notamment? Dans le thermique, alors, ça contredit un peu ce que je vous ai dit avant, mais on a encore finalement assez peu, de données, disponibles pour faire des mesures de séries longues. Donc, Trishna répondra notamment à cette question-là. Et puis après, par rapport aux indicateurs qu'on mesure, il y a quand même beaucoup de phénomènes exogènes, donc qui ont essayé d'être corrigés, mais voilà, en fonction de ce qu'on mesure, température de l'air de surface, la météo, l'atmosphère, bon, il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte, ce qui facilite pas forcément l'exploitation de vraiment l'aspect thermique de l'imagerie satellitaire. Donc là, en illustration, c'est les mêmes choses qui a été montrées sur Toulouse, hein, donc c'est les anomalies thermiques en positive ou en négative, qui, comme sur Toulouse, ont permis de mettre en évidence essentiellement des zones commerciales et aussi des grosses zones de logistique, hein. La logistique, les entrepôts, comme on a une zone portuaire sur Strasbourg, ressortaient très nettement. C'est logique quelque part. Ça peut nous aider quand même. Alors, effectivement, en termes de... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la métropole? Malheureusement, pas grand-chose sur ce type de bâti. On a quand même un partenariat avec le port autonome de Strasbourg, qui sont, eux, engagés dans une démarche par rapport à leurs industries adhérentes d'amélioration des paramètres environnementaux. Donc, c'est des données qu'on leur a fournies. Ça sert surtout à faire de l'incitation ou à mettre le doigt pour certaines industries qui sont pas forcément conscientes elles-mêmes finalement des déperditions thermiques qu'elles ont. Donc ça a plus un outil pour l'instant de communication, de diagnostic, mais pas forcément derrière de mise en œuvre de politiques publiques particulières, malheureusement. Et au niveau du projet en lui-même, c'était une méthodologie qui était employée par CNES, hein, qui s'était fait aider d'un cabinet extérieur de mémoire, qui a été très intéressante par rapport à d'autres projets menés par des organismes publics, parce qu'il y a eu une réelle co-construction entre les acteurs scientifiques et techniques et les utilisateurs potentiels des données, donc les collectivités, avec plusieurs réunions. On a défini des scénarios communs avec des questions communes que partageaient les collectivités, donc qui ont fait l'objet après des différents projets qui ont été présentés avec des solutions qui des fois fonctionnent, des fois fonctionnent pas, mais tous les résultats sont intéressants, même quand ça fonctionne pas. Ça permet de se dire qu'est-ce qui serait quelles sont les limites réelles des produits, et puis qu'est-ce qu'on pourrait attendre des produits futurs satellitaires et sur quoi l'accent est à mettre. L'apport des collectivités dans ce domaine, elles ont souvent des besoins qui sont connus, puis on n'a pas forcément la solution en face, donc on vient plutôt avec notre liste de courses. On peut apporter quand même des données in situ complémentaires ou plus résolues, parce qu'on a souvent de l'imagerie satellitaire, aérienne. On peut avoir des bases de données de bâtiments, comme c'était le cas sur Strasbourg. On connaît notre territoire généralement, donc on peut aussi essayer de donner une aide à l'interprétation des résultats, parce qu'on sait que, par exemple, à tel endroit, il y a telle industrie ou telle typologie de bâtiment. C'est ce qui a été indiqué sur le LES, où c'est la collectivité qui sera la plus à même de pouvoir découper finalement le profil du cours d'eau en fonction de la typologie le long des berges. Donc on apporte finalement une connaissance locale
Alors que les acteurs techniques et scientifiques, notamment le CNES ou le NERA, d'autres, vont apporter leurs connaissances fines sur les données et leur capacité de développer des algorithmes et d'exploiter les données pour essayer de répondre aux besoins. Donc, je pense pour réussir à produire des produits qui soient pertinents et utilisables, il y a besoin des deux acteurs dans la co-construction de ce qui se fait et ça a assez bien marché sur le projet Thermocity. Alors là où il y a quand même des limites, c'est que c'est des projets qui sont sur des temps assez longs. Il faut réussir à rester mobilisé tout le long du projet. C'est souvent différents acteurs internes dans les différentes collectivités, parce que bon, moi je me suis pas présenté, hein, mais je travaille dans un service géomatique. Donc on est plus là sur la partie data, données, donc mise à disposition des données, mais on n'est pas des utilisateurs finaux. Donc nous-mêmes, on doit mobiliser en interne des utilisateurs finaux qui vont être dans les directions métiers, qui vont être sur les questions d'urbanisme, les questions d'environnement, d'espace vert, d'aménagement du territoire. Et tout ce petit monde, il doit pouvoir bien communiquer en interne et avec l'équipe projet et rester mobilisé tout le long du projet. Et c'est pas forcément évident, hein. Je sais, typiquement à Strasbourg, on a perdu du monde en cours de route. Ce qui fait que on n'a plus forcément le même répondant tout le long du projet. C'est pas forcément très évident derrière pour pouvoir donner les bonnes interprétations par rapport aux résultats qui sont produits. Donc c'est un peu le revers de la médaille, hein, c'est forcément si on implique beaucoup d'acteurs et qu'on construit des choses, c'est un temps long, donc il faut réussir à rester mobilisé tout du long. Globalement, ça marche quand même. Voilà, c'était juste un petit retour d'expérience. Je ne vais pas être plus long. Merci beaucoup, Sébastien. Et tu l'as pas dit, mais il y avait le Covid. Et donc, avec Sébastien, on s'est jamais Oui. croisé autrement qu'en visio, donc on continue. C'est ça. aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, je suis pas sûr que même sans le Covid, on se soit beaucoup vu, parce que bon, entre Strasbourg et Toulouse, il y a quand même toute la France. Et voilà, les déplacements professionnels, ça se fait plus trop, même maintenant, après le Covid, malheureusement, des fois. Je suis pas sûr qu'il y ait des questions. J'ai essayé de répondre et je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une fausse manip dans le chat, ça n'a pas marché. On pourra reprendre à la fin. Voilà, ça marche. Peut-être je finis là. J'ai juste quelques transparents de Ouais, conclusion. ça marche. Donc je repartage mon écran. Et donc là, on en arrive à un peu les ressources disponibles à l'issue du projet. Donc je pense qu'il y a deux endroits où il faut aller regarder. D'une part, c'est le site du SCO, où il y a une page projet sur Thermocity qui va être mise à jour, hein, je vous le dis. J'attendais justement que ce séminaire passe, parce que je savais qu'il allait être enregistré. Et donc l'idée, ça sera qu'on mette bien les liens justement vers toutes les ressources disponibles, dont ce séminaire, dans la page web. Donc ça va être mis à jour, je pense, avant l'été là. Voilà. Et ensuite, il y a vraiment TIA où la collection est disponible et vous avez les données et des rapports associés au traitement des données. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de questions sur qu'est-ce qui a été fait. Normalement, vous devriez trouver toutes les références à ces endroits-là. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qui vient après? Parce que finalement, là, on a bossé pendant 2 ans. J'espère qu'on a répondu à quelques questions, mais on voit bien qu'il y a plein de choses à faire sur le sujet. Donc, je vous ai organisé quelque part les continuités du projet en fonction du niveau de maturité de ce qui va être fait. La première chose qu'on va faire, c'est avec Aurélie, on a une thèse qui va démarrer, on est très content de ça. Sur l'amélioration, grosso modo, de la donnée thermique en ville. On a vu qu'on avait un gros sujet avec la limitation de la résolution spatiale. On ne compte pas s'arrêter là. Et donc, on va avoir le bon cadre et le bon timing en plus, parce que une thèse, c'est à travers des exercices comme ça qu'on creuse vraiment très finement les choses. Donc, c'est une super opportunité. On a un bon étudiant en plus qui a été recruté. Et au niveau recherche, je veux dire, on a vraiment senti la nécessité quelque part de faire un peu d'interdisciplinarité. Et le fait que dès qu'on est arrivé finalement sur des domaines de compétences qui sont plus les nôtres, et en particulier les données socio-économiques, on voit que c'est entre guillemets plus notre travail, qu'on doit se rapprocher de personnes dont c'est vraiment le boulot. Et il se trouve qu'on a en région Occitanie ces défis clés là, avec justement vocation à rapprocher des équipes qui travaillent sur des thématiques différentes. Donc je pense qu'à travers ça, on devrait arriver à progresser sur ces sujets-là.
Donc ça, c'est pour les activités, je dirais, les plus bas niveau de maturité, les plus bas TRL. Si on continue avec des choses qui relèvent un peu de la preuve de concept, hein, quelque part, les projets SCO et ce qu'on a fait à travers Thermocity, c'est un peu ça. Donc là, on a deux projets SCO qui sont ou en cours ou qui vont démarrer. Le premier, c'est SAT4BDNB. Donc c'est les satellites pour la base de données nationale des bâtiments. C'est le CSTB qui travaille là-dessus. On est très content que, quelque part, à travers cette première collaboration, avec Thermocity, ils aient pris la main quelque part sur un projet. Et ce qui est génial, c'est que eux, ils ont cette base de données nationale des bâtiments, là, la BDNB, et ils vont ajouter à l'échelle France, et c'est là qui est un vrai enjeu, ils vont ajouter une note de sensibilité à l'effet d'îlot de chaleur urbain par modélisation, mais très simplifiée. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les modélisations qui sont faites côté Météo France, c'est des choses qui sont extrêmement complexes et lourdes, hein. Ils modélisent par petits bouts de la ville, l'orientation du canon urbain, la hauteur, l'emplacement des arbres quasiment. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas aujourd'hui, en termes de complexité de mise en œuvre, de temps de calcul, mettre à l'échelle France. Donc on a des modèles simplifiés, et c'est ce que va faire le CSTB. Donc on va avoir à l'échelle France une note de sensibilité à l'ICU par quartier, qui va être enseigné à travers ça. Et alors, qu'est-ce que fait? Donc, c'est pas fait de l'imagerie thermique. Par contre, il y a de la télédétection dedans, approche modélisation, donc basée sur deux grandes quantités qui peuvent venir du spatial. D'une part, l'albédo. On en a parlé tout à l'heure, mais le comportement thermique est très relié à l'albédo. Donc, où on mesure la température de surface, on observe la surchauffe, ou on mesure l'albédo et on anticipe la surchauffe qu'il va y avoir. Donc ça, c'est un premier sujet. Et l'autre, c'est une fois de plus l'occupation des sols en ville. On l'a dit, hein, en fonction de la fraction de végétation, la thermique de la ville ne va pas être la même. Donc ces deux grandes quantités-là, qui à elles seules contribuent, on va dire, pour 50% à l'effet des lots de chaleur urbain, elles sont fournies à partir de données spatiales. Il y a autre projet qui va démarrer, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'il n'a pas encore démarré, il devrait démarrer, je pense, en fin d'année. C'est le projet Altélis, où là, on va aller jusqu'à l'intérieur des bâtiments. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Très probablement, la température de surface à l'extérieur va être reliée à ce qui se passe la nuit à l'intérieur. Mais dans le cadre du projet Altélis, il va y avoir jusqu'à de la mesure in situ à l'intérieur des bâtiments. Donc là, on va s'intéresser cette fois au confort humain chez soi. Et c'est vrai que, moi, à titre personnel, je pense que c'est un peu fonction de la classe d'âge aussi. Ce qui me dérange le plus, c'est clairement la chaleur nocturne et le fait qu'on a du mal à dormir, hein, tout simplement. Et troisième volant d'opportunité pour les choses les plus mûres, donc peut-être la reproduction de ce type d'analyse, mais en mode de passage à l'échelle, ça va être France 2030. Je l'ai dit au début, nous, le CNES, on n'a pas vocation à porter des services sur le long cours. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est que des acteurs publics ou privés reprennent le flambeau. Et je pense que clairement, alors France 2030, on sera de manière très claire vers des acteurs privés au service de la puissance publique. Il va y avoir des opportunités, je ne peux pas vous donner la temporalité exacte, mais il va y avoir des opportunités à prendre en termes de montage de services à destination des villes dans un contexte de changement climatique. Voilà. Et donc ça pourra faire en particulier usage de données thermiques ou de données de télédétection pour tout ce qui est caractérisation de l'évolution de l'occupation du sol. Donc on espère que ce qu'on a un peu préfiguré dans Thermocity puisse trouver une place à plus grande échelle et avec une dynamique temporelle, parce qu'on l'a dit, la puissance du satellite, c'est aussi le fait de pouvoir avoir de la revisite régulière et de faire naître, porté par du privé, vu que c'est du France 2030, des services à destination des villes. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je laisse ça peut-être pour les questions. Il n'y a pas d'infos nouvelles normalement sur ce transparent, c'est plus un support, un pense-bête par rapport aux questions qui pourraient arriver. Voilà. Donc je m'arrête là, il est midi moins 10, on n'est pas trop mal au niveau timing. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je peux prendre. Comment est mesuré l'albédo? Quelle bande spectrale? Alors l'albédo, dans le cadre du projet SAT4BDNB, il est mesuré dans le domaine optique, donc entre 0,4 et 2,5 microns. C'est la mission Sentinelle-2 qui est utilisée. Et ça a été fait au CESBio par l'équipe de Jean-Louis Rougeant, qui est un des papes des effets directionnels, on va dire. Donc après, il y a tout un aspect interpolation en plus. Donc entre
Aurélie l'a montré tout à l'heure, le satellite, il observe des choses à travers l'atmosphère, il se trouve qu'il y a des bandes d'absorption dans l'atmosphère, donc on ne peut pas mesurer de manière continue l'albédo spectrale du sol. Par contre, on peut faire des interpolations. Donc, la réponse, c'est on utilise Sentinel-2 entre 0,5 et 2,5 microns. Il y a une étape d'interpolation et ces produits, on espère, albédo à l'échelle France, on espère qu'ils vont être mis à dispo sous TEIA, de la même façon qu'on a fait avec Thermocity. C'est en cours, c'est pas fait, mais ça veut dire que c'est une donnée qui pourra être utilisée ou par la recherche ou par les acteurs économiques pour s'en saisir. Voilà. Une autre question, alors c'était de José Dos Santos de la métropole du Grand Paris, responsable SIG. Ouais. Il voulait connaître les interlocuteurs au sein des collectivités territoriales qui sont Ouais, couvertes et alors là, par l'étude ce que Thermocity. je propose à José, c'est qu'il me contacte par mail. Je vais pas donner des Ouais, noms comme ça. En plus, je les ai pas tous en je, tête, mais par contre, je les je- donnerai sans ouais. aucun problème. Voilà. Donc, mon mail était au début, vincent.lonjou@cnes.fr. Et Contactez-moi. peut-être qu'on reprendra la question de Yann Rosier. Celle que tu avais commencé à répondre. Oui, voilà, là, je suis pas arrivé. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une fausse manip. Donc, Donc, je sais pas s'il y a une réponse qui est apparue. J'ai essayé et bon, ça n'a pas bien marché. L'ICU simulé, vous êtes arrêté, ouais, hors projection. Voilà, donc on s'est arrêté, effectivement, on n'a pas fait de projection d'évolution d'urbanisme par manque de temps, hein. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de répondre, je sais pas ce qui est apparu dans le chat, c'est que Météo France ou des modélisateurs ont tout à fait la compétence pour simuler une évolution de l'urbanisme en fait. Mais par contre, comme je le disais, c'est hyper lourd en termes de mise en œuvre. C'est des modèles qui sont très consommateurs. Alors déjà pour on va dire générer les données d'entrée des modèles, donc décrire finement en fait la ville en 3 dimensions, hein, et en occupation du sol. Et après, faire tourner les modèles, c'est encore, si le transfert radiatif, c'est hyper coûteux. Donc, c'est ce que vous proposez, donc de se fixer quelques scénarios, éventuellement mettre de l'évolution urbaine, c'est tout à fait faisable. Par contre, ça n'a pas été fait. Et nous, on ne va pas le faire dans le cadre du projet. Parce qu'on n'avait plus le temps de s'occuper de ça. Aujourd'hui, la ligne budgétaire est éteinte, j'ai plus de budget pour financer ça. Mais c'est quelque chose, si ça vous intéresse, je ne sais pas où est-ce que vous travaillez, qui est techniquement réalisable, quoi, voilà. merci. Tu as toujours ton partage, hein, Ouais, pour alors l'info. j'arrête le partage. On se voit. Et une question de Myriam, donc Myriam Creuse d'OpenIG. Mis à part la mission Trishna, avez-vous connaissance d'autres capteurs thermiques qui pourraient être disponibles à court terme? Oui, alors là, ça c'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a deux grosses familles en fait de missions dans le thermique. Il y a les missions institutionnelles, on triche dans l'étude, hein, c'est le CNES, donc l'Agence spatiale française et indienne. Derrière, il va y avoir LSTM, qui va être le pendant européen, qui va faire comme Trishna un peu mieux, donc c'est-à-dire peut-être un peu meilleure résolution spatiale et un peu meilleure. Excusez-moi, j'ai un message interne. Et une meilleure revisite, je pense. Donc ça, c'est les grosses missions institutionnelles. Et après, on a toute une série de missions issues du secteur privé, New Space, avec des perfos. Alors aujourd'hui, pas de mission en vol. Alors nous, on a un peu de perplexité face à ces missions-là, parce qu'on a des niveaux de perfos annoncés qui sont bons. Par contre, on attend ça avec beaucoup de curiosité. Donc, il est possible qu'on ait des missions, je pense, à plus petit champ de vue, meilleure résolution spatiale. Certains annoncent des résolutions spatiales de 2-3 mètres. Ça nous laisse un petit peu rêveur, hein, pour avoir fait des dimensionnements d'instruments. On se demande comment on va arriver à des perfos comme ça. Ou du moins, quel va être le rapport signal à bruit associé, hein. On va toujours arriver à échantillonner à 2-3 mètres. Après, on ne sait pas trop le bruit qu'on va avoir. Donc ça nous laisse rêveur, mais en vrai, voilà, on est hyper curieux de voir les perfos de ces missions. Et même si quelque part les perfos sont un peu dégradés à ce qu'on fait nous, mais c'est pas pour ça que ça va pas rendre service. Et peut-être que le gain de résolution spatiale avec une perfo un peu moins bonne, il peut quand même répondre à d'autres questions. On parlait du fait d'arriver au bâti individuel à 10 mètres de résolution. Et peut-être qu'un capteur à 10 mètres de résolution avec un petit champ de vue, un SNR qui n'est pas superbe, il peut suffire à répondre à la question de, dans cette rue, quel est le bâtiment qui est le moins performant. C'est pas exclu. Et donc là, on a, je dirais, 4-5 acteurs privés. Ils vont pas tous aller au bout, on sait comment ça se passe, il y a des effets d'annonce, mais c'est quasiment certain qu'on va avoir des constellations thermiques haute résolution, perfo à déterminer, je dirais, dans les années qui viennent. Et nous, on sera très curieux de regarder ce que donnent ces missions. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que voilà, il n'y a pas un niveau de doc et une transparence, on va dire, qui est complète, parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Ouais,
Pardon. Et Aurélie mentionne qu'il y a une mission américaine aussi. Très bien. Je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser ou même à prendre la parole en levant la main si vous souhaitez. Si on a une dernière question qui vient d'arriver. Les gradients thermiques de surface sont-ils similaires globalement sur l'ensemble des acquisitions estivales? Donc est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'images pour observer, Alors nous, sur donc le gradient, on parle de l'effet de la végétation en ville, par exemple, ou je vois imperméabilité des villes et végétation. Nous, on l'a fait sur quelques images seulement, donc c'est vrai qu'on n'a pas un échantillon. On n'a pas fait ça pendant 20 ans avec 10 images par an. On l'a fait sur nos images disponibles. L'étude sur la végétation, c'est uniquement sur Montpellier. Donc la statistique, c'est quelques images. Par contre, effectivement, sur les images d'été, le 0,5 Kelvin hein, par 10% de végétation, il était assez stable. Ouais. C'est quelque chose qui a été systématiquement observé avec à peu près ce chiffre-là, quoi. Et concernant les produits et méthodes liés à l'axe 1, donc justement cette imperméabilité des villes et végétation, est-ce qu'ils sont disponibles? Oui, il me semble qu'on a alors la couverture sur Toulouse, tout ce qui est occupation du sol, on l'a pas libéré. Donc, on l'a livré à Toulouse, mais on ne l'a pas libéré. Je pense que tout ce qui est fraction d'imperméabilisation, alors il se trouve que le produit grande échelle qui est Copernicus Imperviosity, il est public, hein, donc ça, vous y aurez accès facilement. Les occupations du sol, très haute résolution, on les a pas livrées. Par contre, bon, bah, si vous m'envoyez un petit mail gentiment, peut-être que je peux faire un effort. Voilà. Non, on l'a pas rendu public parce que c'était trop hétérogène en termes de format, ainsi de suite. Si par contre, voilà, vous venez vers moi, je peux essayer de vous donner un produit de démo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, avec plaisir. Et après, je vois mesure thermique. Qu'est-ce qu'on a comme capteur de nuit? Alors, en général, tous les imageurs thermiques fonctionnent de nuit, contrairement à l'optique où par définition, ce qu'on voit, c'est la lumière du soleil réfléchie par le sol. Donc là, on comprend bien que la nuit, ça marche pas. A contrario, des contrastes thermiques, il y en a. Donc en général, toutes les missions thermiques fonctionnent de nuit. Donc le Landsat, Aster, EcoStress, bientôt Trichna, LSTM, SBG, et je pense toutes les missions de New Space dont je vous ai parlé devraient donner des données normalement de jour et de nuit. Le petit tableau d'émissions spatiales thermiques issu de ma présentation, vous donnerez les noms que Vincent a cités, si vous voulez voir. Oui, donc je rappelle, on mettra le replay et les présentations à disposition. Je vois pas d'autres questions. On est pile poil dans les temps. Et s'il n'y a pas d'autres questions, si côté intervenant, vous avez rien à rajouter. Sinon, je remercie les gens pour les questions intéressantes et leur attention. Voilà. Et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter si besoin. Ouais, je vous remercie, Aurélie, Sébastien, Vincent et Isabelle. Je remercie à tous les participants et je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tout le monde. Merci encore à toi. Ouais, merci OpenIG et Théa pour le regard.